Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis après-midi. Et en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, écoute ça va bien, de bon matin, tranquillou. 16h11, la voix est enrouée, on est au mois de novembre et on est tous malades. Voilà, je vous le dis, voilà. Ouais, mais ça fait des voix de radio. Ouais, bonjour. Ouais, ça fait un peu voix de fumeur et tout, et non, pas du tout. Bon, on est très content d'être là cet après-midi à Club Poker Radio avec un habitué. Avec un habitué, lui, il est en pleine forme, regardez-moi ça. Il a une peau de bébé, je pense que j'ai une petite idée pourquoi il va bien. Le mec ne joue plus aux cartes. Un retraité déjà, un retraité. Ça fait retraité. Il nous fait une Federals, c'est ça qu'on appelle dans le milieu. C'est j'arrête, mais bon, j'arrête, on connaît. Hein. Avec un 0 de moins. Bon, ça va, c'est bon. Ouais, pour pas longtemps. Romain Lewis c'est avec nous. Hello Chichi, hello Comanche. Comment allez-vous? Bien? Plus ou moins bien, écoute, très content d'être là. Très ça a l'air de bien aller, il y a un gros smile. Ça va, ça me fait plaisir d'être là, en bonne compagnie, petite radio. Petit café, petit déca et tout. 8 ans après la première radio. Vrai, moins stressé que la première fois. Un peu moins stressé que la première fois. À l'époque, il n'était pas café au plat. Hein. Là, on est à l'eau plate. Mais la radio a changé, hein, je tenais à le préciser, la radio a changé. Elle s'adapte un petit peu. Regarde, on est à côté de toi une personne qui ne boit pas d'alcool, qui fait du yoga 15 heures par jour. Non, je sais pas du tout. C'est le mythe. Il faut l'entretenir. À côté de toi, Itaka, Johan alias Itaka. Est-ce que vous connaissez tous les deux? Ouais, bien sûr. Ouais, on se connaît depuis peut-être un an ou deux. Johan, il coachait pas mal de joueurs dans mon entourage très très proche, qui me disaient qu'ils avaient des super retours et que ça se passait hyper bien. Et on s'est croisés pour la première fois il y a au moins un an ou deux même. C'était la première fois? Ouais, ok, donc il y a un an. Et on n'a pas tout à fait travaillé ensemble encore, mais ça ne saurait sûrement... Donc il y a tout le monde qui te l'a recommandé, mais toi tu... Il attendait sûr. Mais par contre moi je pense que le mental c'est de la merde, j'y crois pas du tout. T'as bien raison. Non, mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on a tout de suite bien accroché. Et... Ouais, j'étais heureux de faire l'émission avec Romain. Donc, écoute, avec grand plaisir, on est très content de vous avoir tous les deux. On va faire un petit peu plus connaissance avec toi, Johan. T'es coach mental, mais avant d'être coach mental, qui étais-tu? Qui j'étais avant Ouais, est-ce que t'as fait avant de t'intéresser au mental et tout, qui était Johan? Ce qu'il y a, c'est que c'est vieux. En réalité, moi, ça fait plus de 12 ans que c'est ce qui me passionne. T'as l'âge de Romain, quoi, c'est incroyable. J'en ai 31, bientôt 32. Et avant ça, en fait, ça m'a passionné dès la fac de sport. Et en fait, les challenges de la vie ont fait que je me suis retrouvé à me passionner pour ce sujet très jeune, en fait. Donc, quand tu fais fac de sport, pourquoi tu vas en fac de sport? Tu faisais un sport en particulier? J'étais boxeur, okay. J'adorais la boxe, j'étais à fond là-dedans. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, je me suis retrouvé papa très très jeune. C'est ça qui fait que... Romain, maman. Je suis son fils en fait. On se connaît depuis 28 ans. J'aimerais bien, je serais fier de toi, tu as accompli de belles choses. Non, c'est ça qui fait que en fait, le moment où je découvre mes premiers bouquins de l'intelligence émotionnelle ou des livres comme ça, en fait, où ça m'aide à titre personnel dans ma vie, quoi. C'était pas du tout une vocation ou quoi que ce soit, c'est quand tu découvres quelque chose et où tu dis « Ah, ça m'est très utile, ça m'aide à me connaître, à me comprendre ». À une période où justement je vivais un challenge, parce qu'imaginez-vous papa à 17 ans, enfin je sais pas si vous avez... Moi j'ai 2 enfants, j'imagine pas, non. Ouais. Non. Et du coup, ça m'a énormément aidé à me comprendre moi-même. Et fac de sport, en fait, c'est très pluridisciplinaire. En fait, t'as de la psychologie, de la sociologie, du coaching mental, etc. Des femmes, oui, des grimpeuses. Alors Chichi, il faut savoir qu'il imagine qu'il y a tout le temps, il imagine tous les j'adore scénarios comme un film porno. J'adore faire des enfants. C'est pas ça qu'on parle? Non, pardon, excusez-moi. Mais justement, en fait, le fait de devenir papa jeune à 17 ans, ça demande aussi une ouverture. Enfin, à 17 ans, on n'est pas formé, on n'est pas, tu vois. Et le fait que tu as justement vers des bouquins, vers des trucs comme ça, c'est que tu avais quand même une volonté aussi de t'ouvrir, de comprendre un peu. Je voyais que ça m'était utile à moi-même, c'est-à-dire avoir conscience de moi-même, avoir conscience de comment je fonctionne. J'étais en mode oui, mais on devrait apprendre ça plus jeune en fait. Et en fait, j'ai juste suivi le fil d'une passion, comme beaucoup de personnes ici ont suivi le fil de la passion du poker. Moi, le fil de la passion, c'était en fait comment fonctionne mon esprit et comment je peux mettre ça à mon service. Et à ce moment-là, quand tu as ça qui
ça bouleverse totalement ta vie. Ouais. J'imagine que ça bouleverse aussi tes objectifs. Si t'avais peut-être pour ambition d'être sportif de haut niveau, etc. Est-ce que ça a changé tes objectifs? Enfin, comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là au niveau de tes objectifs, de ce que tu veux faire? Est-ce que tu dis que tu pourras peut-être jamais les atteindre ou au contraire, ça te donne une motivation supplémentaire? Clairement, à ce moment-là, c'est la sensation de ma vie qui s'effondre. De tout comment tu te projettes quand tu es un enfant, etc., ou un ado, tout est remis en question. Donc c'était plutôt une période extrêmement challengeante. Donc juste, tu as du mal à voir plus loin. Et c'est pour ça que juste être connecté à des choses que tu aimes faire, que tu aimes apprendre. Et en fac de sport, j'aimais apprendre ce que j'apprenais. Donc j'ai juste continué à faire ça. Et au bout de 3 ans à étudier le côté mindset, etc., c'est devenu logique, ou c'est devenu ah ouais, mais je peux en faire quelque chose, ça peut aider non pas seulement moi, mais ça peut aider d'autres personnes. Et c'est là où j'ai commencé à me dire ok, professionnellement, je peux en faire quelque chose. Donc tu as bifurqué de sportif à coach un petit peu. En fait, en fac de sport, tu es obligé d'être un peu athlète à côté parce que tu as une matière qui s'appelle la spécialité où tu es censé faire de la compétition et ça compte pour une grosse partie de la notation. Donc moi, c'était la boxe. Et j'ai jamais voulu être boxeur professionnel ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est un sport où tu apprends beaucoup à te dépasser. Moi, je pense que par rapport à l'histoire, vous imaginez que je devais avoir quand même quelques émotions à du coup extérioriser. On décharge un peu. Ouais, voilà. La boxe m'a beaucoup aidé à me canaliser. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça, c'est pendant le master, en fait, la fin de la licence, début master, où je me suis dit, en fait, je vais mettre ça au service d'autres personnes et où j'ai eu mes premières expériences dans le coaching mental. Donc avec des sportifs, du coup, à ce moment-là. Ouais. Et c'est quoi un petit peu la principale problématique qu'on retrouve avec les sportifs quand on s'attaque au mental? J'imagine qu'avec les joueurs de poker c'est différent. Le sportif, c'est quoi? C'est plutôt quelqu'un qui, enfin, ils ont pas trop de définition d'objectif. C'est plutôt la gestion du stress. Non, je te demande quelle est la. En fait, je me demande, parce que je crois que j'en parlais une fois avec Steph Matou, qui disait mais en fait c'est incroyable le nombre de sportifs qui n'ont pas d'objectif en fait, c'est-à-dire qu'ils vont juste se dépasser, donner le meilleur d'eux-mêmes, mais qui n'ont pas d'objectif. Si tu leur dis c'est quoi ton objectif, ils peuvent pas te le définir. Et alors je sais pas quelle était toi la principale problématique que tu retrouvais avec les sportifs. Là, si je réponds de ma position d'aujourd'hui, je mettrais des mots différents de si je répondais de quand j'étais un jeune coach, parce qu'en jeune coach, je t'aurais dit oui, fixation d'objectifs peut-être, ou ce genre de choses-là, mais en réalité, c'est le problème que tout le monde rencontre, c'est-à-dire qu'un environnement de performance, c'est un environnement de pression. C'est-à-dire qu'il faut être le premier, et donc ça se bagarre, quoi. Et donc un environnement de pression, ça peut générer plein de frictions pour des êtres humains. Du coup, le fait pour des pilotes de BMX à l'époque, d'avoir juste à sa droite un gars qui est censé être favori et qui est perçu comme extraordinairement fort, potentiellement ça peut générer une friction pour la personne qui est sur son vélo et qui doit se dire ok, au départ, il faut que je mange le gars que j'idolâtrais il y a 2 ans. Donc en fait, c'est toujours une question de comment est-ce que je m'adapte à un environnement qui fout la pression. C'est toujours donc la problématique, si on devait résumer global, c'est comment je m'adapte à un environnement qui est pressurisant et comment j'utilise mon esprit et la façon dont je me sens ou mes comportements pour justement être aligné avec cette performance. Mais si je te réponds sur la question que tu m'as lancée, oui, de fixer des objectifs, de faire d'avoir des choses qui te permettent de fixer des objectifs, des choses comme ça, c'est des choses qu'on va retrouver. Mais tout ce qui t'aide à performer, à donner le meilleur de toi-même dans un environnement de pression. Quand tu te lances comme ça avec tes premiers athlètes, en gros que tu vas coacher ou que tu vas suivre, ça se passe comment? Parce que même toi, là, tu es en plein apprentissage finalement du coaching, parce que c'est un début, tu vois, tu découvres. Pas vraiment. Non, mais au tout début, tes premiers athlètes. Que tu vas contacter. Oui. Pas maintenant, je parle la semaine dernière. Non, je parle au tout début. Découvrir. Excuse-moi. Au tout début, comment tu finalement tu sais que ta méthode va marcher? Comment tu mets en place un petit peu ta propre méthode? Quelles sont peut-être les erreurs que tu as rencontrées en tant que coach que tu as modifiées par la suite? C'est une très bonne question parce qu'en fait, merci, parce que celle de Comanche, qu'est-ce je déteste quand les invités disent ça. En général, ils me le disent à moi, mais je veux pas entretenir de rivalité, excusez-moi. Si. La chose qu'on a besoin, en fait, au début, on se sent un peu, comment dire, on a le complexe. Tous les coachs, je pense, rencontrent ça à un moment donné, ils se sentent un peu un imposteur, entre guillemets. Est-ce que j'ai vraiment les compétences? Du coup, le réflexe de tout le monde, c'est se raccrocher à des outils. Et du coup, de se rassurer en disant, ok, je vais faire justement de la fixation d'objectifs parce qu'il y a un protocole, c'est un outil, je peux le développer avec mon athlète. Et du coup, au final, je lui donne un truc que j'ai appris, quoi, et une méthode que j'ai suivie. Donc, je pense que l'erreur, c'est déjà de mettre trop de valeur sur des outils. Et pour se rassurer soi-même, entre guillemets, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Je l'ai jamais fait, quoi. Je l'ai vu de façon théorique à l'école, mais du coup là, concrètement, j'ai une vraie personne en face de moi.
Et je pense que c'est trop se focaliser sur des outils. Et en fait, au fur et à mesure, tu comprends que l'esprit, c'est autre chose que des outils, quoi. Des outils, c'est que des créations finalement d'êtres humains qui se sont dit, OK, on pourrait faire ça, ça pourrait aider dans telle circonstance. Mais le fonctionnement de l'esprit est plus complexe qu'un outil. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la relation, qui passent par des tas d'autres sujets qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder. Mais l'erreur, c'était se raccrocher à des outils et d'avoir ce côté, ce ressenti d'un peu imposteur, quoi, au tout début. Première expérience. Toi, le ressenti d'imposteur, tu l'as très souvent. Actuellement. Depuis 25 ans. Quoi. Non, toi Romain, alors pour parler un peu du mental, ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as été coaché? Est-ce que tu as, autre que Steph qui a fait, j'imagine, vous avez un peu on voit il est présent pendant les tournois, tout ça, mais est-ce que tu as été coaché vraiment sur le mental? Je pense qu'au début, j'ai lu un livre, Le mental au poker, parce qu'en forme de coaching, tu vois. Jared Tendler, il a écrit, parce que tu l'as sûrement lu aussi, je sais pas. Il a mis en page sur, je sais pas, 150 pages ou 200 pages que lui, qui trouvait important par rapport au poker. Et ça m'a vraiment mis un déclic personnel, plus dans le sens où je savais à quel point ça allait m'apporter dans ma vie, le poker, et pas que juste pour mieux jouer aux cartes et gagner plus d'argent, quoi. Et j'ai eu pas mal de déclics au début de ma carrière où je savais que j'avais choisi cette voie, mais maintenant je savais pourquoi. Et je savais que cette voie post-bac et un peu l'aventure dans laquelle je me lançais, ça allait pas seulement être sur un plan financier, mais vraiment sur un plan personnel. Et je pense qu'au poker, tout le monde qui l'a pris un peu au sérieux, tout le monde qui joue depuis des années, qui a vraiment voulu en faire un métier, s'est rendu compte personnellement comment il changeait ou comment sa personne évoluait. Je pense qu'au tout début, on en parlait un peu tout à l'heure, tu vois, mais je pense que la première chose, moi, qui m'a étonné, c'était la patience. Au poker, on t'apprend que la plupart du temps, c'est bien de ne rien faire. Et c'est bien de ne pas être impacté par les résultats. Et c'est bête, mais juste dans la vie, de manière générale, je pense que 95% des gens sont très impactés par le résultat de mini-choses qui vont créer des embrouilles personnelles au fur et à mesure des journées. Quand je me détachais de ça, je me suis dit, wow, le poker, ça m'a fait grandir sur des plans que je pensais pas, enfin, je m'étais pas signé pour ça. Ouais, c'est vraiment la passion qui est née avec ça, quoi. Et je me suis dit, bon, quels autres chemins et aboutissants je vais pouvoir rencontrer, quoi, dans le milieu du poker qui va me faire grandir. Après, un coach personnel, j'ai toujours eu une relation avec mes amis les plus proches dans le jeu. On était super ouverts, quoi. Super ouverts par rapport à comment on se sentait, super ouverts par rapport à nos vies perso. Et je pense qu'un coach, quelque part, c'est ça. C'est juste quelqu'un un peu externe avec qui tu peux être 100% toi-même, 100% naturel, et sur lequel tu vas pouvoir exposer tes problèmes et tes doutes. Et j'avoue que j'ai un groupe d'amis qui était top pour ça. Et on a vraiment eu des relations où on était un peu le coach mental les uns des autres, quoi. Plus tu vois la valeur d'un environnement, quoi. Ouais. Quand tu peux parler le cœur ouvert, authentique, et qu'on te renvoie une image de toi, que ça t'aide à mieux te comprendre, exact, que ça t'aide à mettre des mots sur ce que tu vis, ça t'aide à le process. Et puis Alors, ça là, a il mis y avait des vrais liens, quoi. Juste pour rebondir, j'ai entendu là il y a quelques jours, tu sais, il y a un podcast qui s'appelle Mechanics of Poker, c'est The Waco qui fait ça. Je sais pas si tu connais, enfin je sais pas si vous connaissez. Et là il recevait Patrick Howard, donc qui était le coach de Poker Detox à l'époque. Et donc en gros il parlait d'un truc parce que lui il combattait beaucoup la dépression, et donc il parlait de ça, et il disait que déjà la chance de l'environnement poker, c'était surtout que finalement tout le monde est bienveillant la plupart des temps. Tes amis sont bienveillants, et en fait en t'ouvrant, mais en fait tu vas recevoir de la bienveillance, enfin tu sais, il y a ça. C'est vachement donnant-donnant, quoi. Ouais. Et le fait de s'exprimer, ce qu'il disait que lui il faisait alors quand il n'avait pas l'occasion d'en parler, lui c'était plutôt à son thérapeute, il disait qu'il se faisait des vidéoblogs carrément. C'est-à-dire qu'il se filmait lui-même tu vois, d'exprimer une espèce de journal vidéo comme ça, d'exprimer tous ses ressentis, et je trouvais ça hyper intéressant. C'est clairement intéressant parce que tu l'écrives ou que tu parles, ça sort pas du tout de la même façon que quand tu restes dans ton bocal de pensée. Bien sûr. Et on vit vachement dans ce fantasme-là de finalement, si je pense, je processe, mais en fait, si tu écris ou si tu en parles à quelqu'un, c'est pas la même chose qui sort. Tu processes pas de la même manière. Au niveau de l'entourage poker, tu vois, on voit la plupart des grinders maintenant, même ceux qui ont explosé, que ce soit français ou étrangers, il y a ce phénomène des colocs qui fait que tu baignes constamment dans un environnement poker. Alors on sait tous que c'est énormément positif. Déjà je pense que l'un des points, tu vas me le dire parce que toi t'en as fait, moi j'ai jamais connu par exemple ces colocs, tu vois, j'ai toujours un petit peu, on m'en a déjà proposé, etc. J'ai toujours un petit peu refusé, j'ai toujours bien aimé avoir un peu ma bulle.
est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène de se dire quand tu es dans une coloc, déjà tout le monde te comprend? Parce que finalement, ton entourage proche, mais qui n'est pas poker, c'est difficile de comprendre les humeurs d'un joueur de poker, de comprendre ses problèmes, ses difficultés, etc. Parce que c'est finalement pas normal pour quelqu'un qui travaille de façon classique de se dire mais ton boulot, tu peux gagner de l'argent, mais tu peux en perdre, tu peux souffrir de ton travail autant. Ou alors tu peux avoir gagné beaucoup d'argent et te sentir triste, pas bien. Et être triste, exactement. Et finalement gagner tous les jours et être triste alors que dans des périodes différentes. Mais est-ce que les colocs n'ont pas aussi ce problème un petit peu de te faire que tu restes que dans une bulle poker H24 et que t'en sors jamais? Est-ce qu'il n'y a pas non plus des petits côtés un peu néfastes par rapport au quotidien? C'est encore une excellente question, Chichi, c'est fou. Je vais sur ChatGPT. ChatGPT pose une excellente question sur Club Poker Radio. Je vois ce que tu veux dire. J'aurais rien changé dans les premières années. C'est-à-dire que si ton objectif c'est de devenir le meilleur joueur de poker possible et que tu as 18 ou 19 ans ou 20 ans, faut t'entourer. Vivre tout seul, ça risque d'être compliqué. Vivre avec des gens qui ne font pas ça, rien que dans le quotidien, dans les horaires, ça risque d'être compliqué aussi. Et ce côté néfaste, je pense qu'il peut arriver au bout d'un moment où tu as envie de t'aérer un peu plus l'esprit, de peut-être parcourir différentes avenues, quoi, et pas seulement le poker. Je pense que si tu as envie de progresser à 100%, il n'y a pas grand-chose de mieux qu'une coloc, mais de vraiment la vivre à fond, quoi. Pas d'être dans ce côté et juste être dans sa bulle et d'être avec d'autres joueurs de poker. Non, vivre une coloc, quoi, et vivre le partage, que ce soit des émotions ou des résultats ou juste de la technicité, quoi, des mains. Et se tirer vers le haut aussi, parce que t'as pas envie de grind, l'autre il est en train de grind, ça va te donner envie de faire aussi, de mettre ton volume. Ou, tu vois, de baigner dans cet environnement poker H24 au final. Et ce qui est ouf, c'est que à Londres, on est arrivé il y a 7 ans, je pense. Nous, c'était la première coloc à Wimbledon, et après, il y a 2 autres colocs qui sont venus. Donc, en fait, on devait être genre une douzaine de potes, pas loin les uns des autres, à 3 maisons, 12 potes. Et après 5 ans ou 6 ans, il y a tout le monde qui a réussi. Il n'y a pas eu une personne qui n'a pas réussi. Et c'est marrant quand même. On parle à la base d'un jeu avec beaucoup de variance et tout. 5 ans plus tard, on peut regarder le truc et dire 100% des gens dans cet environnement-là, à différents moments, à différentes échelles, mais ils ont réussi. Tu vois. Et je pense que chacun a une part de réussite chez chacun. Et que, qu'est-ce que tu appelles réussir? Là, quand je parlais de réussite, c'était une réussite financière. Voilà. Okay. Je pense comme ça que je le détermine pour l'instant. Et puis une réussite financière peut-être largement supérieure à ce qu'on aurait cru quand on avait commencé à jouer. Donc au début on se dit si on peut vivre de ça, ça va être sympa, et puis il y a toute l'excitation du début. On se dit pas réellement ce jeu il va changer ma vie, va faire en sorte que je vive une vie hors du commun, que je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux grâce à ce jeu. On se le dit pas forcément au début, on y va un peu les yeux fermés, et je pense que ça réussit à tout le monde. Après, forcément après 5 ou 6 ans ou 7 ans, les objectifs personnels ils changent. Il n'y a pas que le poker du coup dans la vie, ça s'est ressenti chez tout le monde. Je pense chacun qui joue au poker depuis plus de 5 ou 10 ans, je pense que tout le monde va ressentir un besoin de s'aérer un peu l'esprit et de balancer un peu mieux sa vie. Mais dans les premières années, je pense qu'il n'y a pas grand chose de mieux, quoi. Et dans ce que tu dis, je trouve intéressant, c'est que quand tu parles de tes débuts au poker, on parle de l'envie de jouer, on parle de la passion du jeu, mais c'est pas l'argent qui me motive finalement. Tu vois, en fait, c'est pas l'argent qui me motive cette carrière. Finalement, c'est juste parce que tu adores ce jeu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors on peut voir des formations, des trucs machin qui t'appâtent en te disant que tu vas gagner beaucoup d'argent, et finalement, donc en gros, tu y vas pour la motivation financière. Et j'ai l'impression que cette motivation, elle te permet pas cette question. Elle te permet. Je savais que. Je comprends pas les tenants aboutissants de cette question, franchement. Alors, même sa machine qui marche pas, là, même ses jingles qui sautent. Mais en plus, j'ai cliqué sur un bouton au hasard qui n'avait aucun intérêt. On va exploser bien. Je ne sais plus ce que je voulais dire comme question. Non, et elle était sûrement pas. Non, mais tu vois, en gros, dire la motivation financière, c'est pas quelque chose qui va te faire avoir une carrière, pour moi, assez sur la longévité, parce que, en fait, c'est pas assez fort. Voilà, et si demain, tu fais un mois, tu gagnes 15 000 euros, putain, ok, j'ai fait ce truc. Mais en fait, finalement, si j'ai plus la motivation de l'argent, ça y est, c'est fini. Je pense qu'on va pas se mentir. Au début, c'est vraiment la passion. Je pense qu'elle est. On se ment si on se dit qu'elle est pas un peu liée avec l'argent aussi. C'est corrélé forcément, parce que je me souviens très bien, après mes premiers gains, j'avais 50 € sur mon compte.
le lendemain, j'ai 10 000, 50 euros. Enfin, et puis quand t'as 19 ans... T'avais gagné 10 000 euros? Ouais, J'ai fait le calcul. c'est ça. Et quand t'as 19 ans, tu te dis, what? Genre, je viens de gagner 10 000 euros à un jeu de cartes. Et en plus, je peux m'améliorer, je peux jouer des tournois plus gros potentiellement. Et je peux devenir meilleur et potentiellement gagner plus d'argent. Et c'est cette quête peut-être de la liberté dans la vie de manière générale qui vient avec l'apport financier. Donc je pense que les deux sont liés. Alors qu'à ce moment-là, par contre, t'as pas de valeur de l'argent. Tu sais pas, tu vois, concrètement ce que ça fait. Mais alors c'est quoi la valeur de l'argent? En fait, moi je trouve que, pour rebondir là-dessus en termes d'objectifs, etc., je trouve qu'une chose qui peut changer, que tu n'auras pas au début. Clairement, moi je suis d'accord avec toi, au début, quand tu commences à voir que tu gagnes, tu vois, quand tu commences à voir que tu parles de chiffres, ou enfin je sais pas, t'as 20 ans, on te parle de tu gagnes 3000 balles, c'est énorme, tu vois, à cet âge-là, t'as la fac et tout, tes potes, t'es là, t'as connu peut-être, tu bosses au McDo pour 600 balles, là tu fais 3000 et tu cliques sur des boutons. Tu donc parles c'est de ta cool. vie là. Je parle un peu de ma vie. Mais en fait, je trouve que l'argent, à partir d'un certain âge, en fait, tu vas le concrétiser par rapport à ce que ça va te permettre de faire, tu vois. Par exemple, je sais pas, que ce soit investir dans quelque chose ou partir dans un voyage, un gros voyage, un projet. Et je trouve que ça te drive plus, arriver à un certain moment. Est-ce que tu as ressenti ça dans ta carrière, au bout d'un moment où finalement, atteindre un chiffre, bon bah ok, c'est un chiffre, mais par contre, ce que ce chiffre va te concrétiser dans la vie, comme moment de vie, ou peut-être comme, je sais pas, un appart ou un truc comme ça. Est-ce que tu as eu ce changement-là, tu l'as vu autour de toi, ou finalement pas tant que ça, et ça a toujours été plus l'argent en soi qui a été le premier moteur, quoi? Non, je pense, c'est ça le truc, c'est difficile de différencier l'amour du jeu, entre guillemets, de la passion du jeu, s'il n'y avait pas ce rêve de gagner énormément d'argent. Si le main event à Vegas, il n'y avait pas 10 millions à la gagne, et si personne jouait à ce jeu, je suis pas sûr que j'aurais eu la même passion pour ce jeu. Enfin, c'est là où c'est hyper intéressant, le poker. Si tu me permets, je pense que c'est la porte d'entrée pour beaucoup de personnes, l'excitation de pouvoir justement avoir ces leviers financiers, etc. Mais qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as gagné 100 000, 200 000, quand tu arrives à certains montants, et c'est différent en fonction des personnes, tu as besoin de plus de sens, et que juste gagner l'argent, ça te remplit pas en fait. Ouais. Et du coup, c'est là où tu parles de projet. Un projet, ça met du sens à l'argent que tu gagnes. C'est ça. Et donc, du coup, ça peut te permettre de continuer à avancer là où ton premier levier motivationnel, ta première ressource qui était suffisant en passion du jeu et le fait de faire des leviers financiers, de gagner de l'argent, ça suffisait. Quand ça fait 5-10 ans que tu joues, c'est plus suffisant. C'est ça, surtout pour des profils comme ça, où ça fait des années. C'est sûr que les 2-3 premières années, clairement, là, tu vas pas te dire je vais acheter machin et tout. Là, tu es en mode je veux charbonner, je veux monter ma bankroll, l'argent, peut-être jouer des tournois plus chers, etc. Mais au bout d'un moment, tu vois, toi, par exemple, pour parler concret, tu vois, en termes de tournois, tu vois, cette année, tu joues des 25 000, on commence à être sur. Il y a plus cher. Maintenant, avec les tritons, il y a toujours plus cher. Ouais. Mais est-ce que là, tu as atteint un truc où tu te dis je veux aller jouer des tournois plus chers? Tu vois, ok, il faut plus d'argent, mais tu as cet objectif-là. Ou est-ce que non, je me stabilise là sur ces buy-in qui sont déjà très élevés pour tout le monde. Et par contre, ce que je vais gagner, je vais le mettre autre part, tu vois, peut-être dans un projet futur ou j'en sais rien. Est-ce que c'est des questions que tu te poses? Ouais, bien sûr. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, et la valeur de l'argent, c'est vrai que ça, c'est un des côtés les plus intéressants aussi. Et c'est rare un travail où ton outil de travail, c'est l'argent. Tu vois. Donc, du coup, nous, l'argent, on doit vachement travailler sur notre relation avec qu'est-ce que c'est finalement. C'est quoi la valeur de l'argent? Et si on est peut-être bloqué sur des définitions qu'on avait quand on était plus jeune, ça risque d'être compliqué d'aller performer sur des tournois plus gros. Moi, à l'époque, rien qu'un tournoi à 5 000, si on parlait de 25 000, un tournoi de 5 000 ou 10 000, c'était un délire. Tu vois, je regardais les épisodes sur le main event. Aujourd'hui, tu t'en bats les couilles. C'est l'argent de poche, les gars, dans ma poche, là, tu vois. Mais je regardais le main event, il y a 8000 personnes qui sont en train de mettre 10 000 $ sur un jeu de cartes. J'étais là, mais comment ça se fait que les gens ils sont aussi riches? Et puis c'est un peu ce cheminement-là, je trouve hyper intéressant. Et pour répondre à ta question, là, aujourd'hui, clairement, je vais essayer de chercher d'autres projets et cheminements. Je pense que le poker, c'est un des meilleurs moyens dans la planète pour faire genre 0 à 500K, je crois. Il n'y a pas énormément de boulot où on va pouvoir faire un demi-million aussi rapidement, entre guillemets, en passant du temps. Si on parle en années, peut-être 2 ou 3 ans, c'est rare, quoi, en 4 ou 5 ans. Par contre, après, de vraiment sécuriser son avenir financier, les risques qu'on prend sur les tournois chers sont énormes. C'est-à-dire que si tu as 5% de retour ou 10% de retour sur un 25K, c'est le max quasiment. Donc, en valeur espérée, tu vas gagner 2500 € pour un 25K avec un risque, mais énorme. Ça n'existe plus maintenant dans la vie, de risquer autant pour gagner
Pour gagner, Ouais. mais sur le long terme, quoi. Et puis tout ce qui peut se passer dans ta tête pendant des downswings et tout, c'est compliqué. Donc je pense que pour faire, entre guillemets, 500K jusqu'à une vraie liberté financière, le poker devient très très compliqué. Et donc moi, je me suis intéressé à plein d'autres trucs depuis un moment, quoi. C'était toujours l'objectif d'avoir de la liquidité. Si on a de la liquidité dans ce monde, il y a d'autres projets qui peuvent se présenter. Et un peu, ouais, c'est... Mais par contre, ça t'a appris le côté aussi où tu es capable de risquer ton argent dans un projet. Bien sûr, ouais. Et de pas te dire, bon, bah écoute, si ça plante dans 5 ans, 6 ans, c'est pas grave, j'aurais pris le risque et de pas être biaisé par le résultat finalement final. Quoi. Exactement. C'est ouais, en là ça où- que le poker, c'est un objet de développement personnel. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que ça questionne ton rapport à l'argent, comme il disait tout à l'heure Romain. C'est-à-dire que tu es obligé de raffiner ou d'assainir ton rapport à l'argent pour pouvoir investir sur ta capacité à prendre des décisions aux tables de poker. Et puis finalement, comme c'est ta matière de travail, ça te met sur le chemin de comment est-ce que j'utilise cet argent de façon smart. Donc ça éveille à la conscience financière, à se dire, ok, le poker, c'est le levier avec lequel j'ai généré l'argent jusque-là. Mais du coup, est-ce que je peux diversifier, investir dans d'autres choses? Donc ça met, je pense, les joueurs sur le chemin de devenir intelligents financièrement et Ouais, comprendre tu comment... balances toujours ton risque et ton récompense, ta Ouais. récompense comme dans n'importe quelle bet au poker. Là, ça va être dans n'importe quel échelon de la vie. Et c'est vrai qu'on risque toujours quelque chose quand on investit. Et quand ça se passe pas bien, peut-être ça peut nous freiner. Et je pense qu'après 5 ou 6 ans de poker, tu acceptes tes défaites, que ce soit. En fait, au les jeu ou en gymnastiques dehors, que quoi. tu fais en jouant au poker, c'est les mêmes que tu dois faire dans l'investissement au final. Donc Ouais. ça prépare presque. Ouais, je suis Pour, d'accord. pour rester un peu dans ce thème-là, mais pour l'élargir à ce qu'on disait avant sur le mental, toi, tu as coaché des. Donc, tu coaches toujours, tu coaches des joueurs de poker, mais également des athlètes qui n'ont rien à voir avec le poker. Est-ce que le fait d'avoir coaché des joueurs de poker t'a amené à modifier un petit peu, des fois, certaines choses dans tes coachings par rapport à des athlètes? Est-ce que, par exemple, il y a des athlètes, parce que maintenant, on sait que dans certains sports, tu as des carrières de haut niveau, elles sont assez courtes finalement. Et même eux, ils ont cette problématique. Et peut-être que ça leur rajoute une pression, tu vois, de se dire, finalement, j'ai peut-être 6-7 ans de carrière, 8 ans de carrière, 10 ans de carrière pour vraiment des carrières très longues dans le sport de haut niveau. Et ils doivent penser aussi, eux, à leur carrière finalement financière, parce que derrière, tu vois, si tu arrêtes ton sport à 35 ans, il te reste, je l'espère, au moins minimum 40-50 ans de vie derrière, je leur souhaite. Est-ce que c'est une problématique qui pèse? Est-ce que c'est des choses que tu parles? Et est-ce que ta vision, ta connaissance maintenant du milieu du poker a changé Alors, si je coachais encore des athlètes, ce qui n'est plus trop le cas, là, je suis vraiment essentiellement dans Full le poker. poker. Hein. Ok. Sur le parcours, c'est vraiment, j'ai la chance de travailler avec des très vite et très jeunes, avec des très gros athlètes. Ma première expérience pro, c'est la division nationale de BMX de Saint-Étienne, avec 16 internationaux et 2 champions du monde, dont un pendant que j'ai travaillé là-bas. Donc, en première expérience pro, ça pose les bases, quoi. Et je passe de ça à coacher des entrepreneurs. Des entrepreneurs, je travaille dans l'e-sport parce que je suis un passionné de jeux vidéo et j'ai eu l'occasion de travailler avec des équipes e-sport. Et je découvre le poker grâce à l'e-sport. Et en fait, ce qui me passionne avec le poker et ce qui fait que je suis là, c'est que pour moi, c'est un objet de développement personnel. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça cristallise toutes les pressions un peu de la vie que tu peux vivre ou toutes les pressions d'environnement de performance que tu peux vivre, tu les retrouves dans le poker. J'ai même des anciens athlètes de haut niveau qui sont reconvertis dans le poker. Il y en a pas mal qui font Bien cette sûr, ouais. transition-là et qui parlent du poker comme le truc le plus dur qu'ils ont jamais fait, quoi. Alors que c'est des anciens athlètes qui ont fait 10 ans de haut niveau. Donc oui, si je retournais coacher des personnes dans le sport, je serais un bien meilleur coach parce que, et c'est pour ça que je suis aussi là dans le poker, égoïstement, c'est que c'est un très bel objet d'étude de comment fonctionne l'esprit et de comment tu t'adaptes justement à un environnement qui est très difficile. Donc oui, certainement que ça changerait mon approche énormément. Oui. Je voulais revenir sur quelque chose dont tu avais parlé tout à l'heure, Romain, quand tu disais que le poker, ça t'avait appris aussi à gérer les pertes, avoir une vision sur les pertes, tout ça. J'ai l'impression que on revient toujours sur cette notion clé, c'est plus de gagner de perdre, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que tu gagnes ou que tu perdes finalement, parce que on passe notre vie à gagner et à perdre, surtout au poker, tu passes ta journée à gagner et à perdre, c'est l'acceptation. Et toi, Itaka, est-ce que cette notion, elle est fondamentale, est-ce qu'elle est transversale à tout, et comment tu l'appliques et comment tu Le rapport à la victoire, tu veux dire? Non, l'acceptation justement, l'acceptation, est-ce que c'est pas plutôt l'acceptation plutôt que gérer, tu vois, comme on parlait tout à l'heure de Jared Handler, un peu gérer ses pertes, gérer tout ça. C'est en fait j'ai perdu, mais le plus dur, c'est juste
de l'accepter Ouais, bah en fait, là, ce que tu questionnes, finalement, c'est le rapport à, du coup, qu'est-ce que ça génère chez toi, cette situation-là. Et donc, s'il y a une émotion, si ton rapport, il est pas sain, bah, tu as une émotion désagréable. Et souvent, c'est lié à une façon de percevoir cet échec ou cette perte, etc. Donc, en fait, si on prend un pas de recul, c'est juste un super entraînement pour apprendre à comment est-ce que je dois transformer ma perception des choses. Moi, j'adore appeler ça changer de paire de lunettes. Comment est-ce que j'emprunte un chemin de pensée différent qui va justement faire que je vais me sentir différemment et qui va faire que du coup, je vais pouvoir agir différemment. Donc ça permet d'apprendre la mécanique de l'esprit et qu'on a le choix et qu'on est en contrôle de nos perceptions. Et donc quand on parle de rapport à l'échec, c'est comment est-ce que je le perçois et selon comment je le perçois, quelles conséquences ça va avoir sur comment je me sens. Et donc c'est juste des super entraînements pour comprendre comment on s'adapte encore une fois. Et est-ce que c'est l'une des justement problématiques principales des joueurs de poker? C'est que en fait on peut perdre alors qu'on a très bien joué, on peut gagner alors qu'on a... Enfin, c'est surtout le rapport à la perte, non? Est-ce que c'est la chose qui revient le plus dans les macros? Moi j'aime bien appeler ça les macro-frictions. C'est genre les trucs que finalement les douleurs auxquelles tous les joueurs de poker sont soumis. Bon, il y a le rapport à l'erreur qui vient énormément. Qu'est-ce que je fais quand j'ai fait une erreur ou que j'estime avoir fait une erreur? Pour beaucoup de joueurs, c'est difficile. Le fait que finalement tes résultats ils sont décorrélés de tes efforts. Donc c'est-à-dire que tu peux bosser comme une brute, faire toutes les bonnes choses pendant 3 mois, et finalement c'est pas pendant ces 3 mois-là que ça va payer. Du coup, c'est toutes ces macro-frictions entre guillemets qui font qu'on revient à ce point c'est un objet de développement personnel et qu'on doit apprendre à gérer ces choses-là. Et comment on apprend à les gérer alors justement? Justement en se connaissant soi-même et en apprenant à changer sa façon de fonctionner dans les mêmes contextes. Donc par exemple, si on reprend ton exemple de rapport à l'erreur, en fait, qu'est-ce qui fait que ton erreur, elle génère une souffrance parfois et que parfois pas? Bon, des fois, il y a juste parce que c'est une bonne période de ta vie, du coup, tout est facile à prendre, ça va bien. Quand c'est une mauvaise période, c'est plus difficile. Mais finalement, c'est la façon dont tu perçois cette erreur, l'histoire que tu te racontes par rapport à cette erreur qui peut générer une souffrance. Exemple, je viens de perdre 1500 €, je fais une petite dédicace à un joueur qui avait cette problématique-là, c'est je me fais la gymnastique dans ma tête de tout ce que j'aurais pu m'acheter avec ces 1500 €. Ouais. Ça, c'est horrible. Quand tu fais ça, c'est horrible. Du coup, tu crées de la souffrance en fait sur le fait d'avoir perdu ça, et donc simplement c'est changer le chemin que tu prends dans ta tête. C'est ce chemin-là, on sait où il mène. Si tu te racontes l'histoire de ça m'a coûté tant d'argent et j'aurais pu m'acheter ça avec, ça me génère de la culpabilité, ça me donne pas envie de retourner aux tables, ou si ça donne des mauvais comportements, ça me fait perdre de levée, donc ça me fait perdre de l'argent. Tout l'enjeu, c'est dans la même situation, comment est-ce que je pense différemment ma perte de 1500 € du coup pour avoir une posture, j'aime bien appeler ça une posture mentale d'acceptation par exemple. Et donc ça va dépendre ça concrètement après du sur-mesure, quoi. C'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire que s'il y avait des solutions toutes faites comme ça, mon métier n'existerait pas, hein. Je te prescris comment on fait pour accepter et du coup quel chemin on va prendre avec la personne pour que justement elle change son rapport à l'erreur. Alors, est-ce qu'il y a des... j'en profite parce que Romain va être dans cette catégorie-là de joueurs. Est-ce que... toi, tu as coaché tu coaches des joueurs qui sont pas à la vue du grand public et tu coaches des joueurs qui sont publics, qui sont connus de tous, qui postent des stories, qui font des vidéos, des vlogs, etc. Enfin, qui font du contenu. Et donc, qui sont plus soumis à la critique. Toi, Romain, encore plus, parce que tu es dans le Team Wina, donc tu es l'un des joueurs les plus en vue français. Est-ce que ça a créé des nouveaux mal-être pour certains joueurs? Est-ce que le fait, parce que finalement, le poker... quand tu es un joueur un peu dans ton coin, personne voit ce que tu fais et tu es un peu le seul à gérer ton échec, il est un peu personnel. Mais là, par contre, des fois, il va falloir assumer. Alors, ta réussite au grand public, c'est assez facile, mais des fois, assumer que tes échecs soient publics. Est-ce que ces joueurs-là, ces profils-là, sont beaucoup plus difficiles à traiter? Est-ce que finalement, ils sont pas beaucoup plus difficiles parce qu'ils ont déjà le fait de montrer leurs choses, ils ont déjà une force mentale différente? Est-ce que tu les gères de façon différente? Est-ce que ces profils-là, sont spéciaux? Ça dépend de la personne. C'est-à-dire que le fait d'être exposé médiatiquement, pour des gens, ils sont déjà câblés où ça va leur générer aucune friction supplémentaire et ils vont y aller de façon très légère. Et il y en a pour qui ça va rajouter de la pression. C'est vrai qu'on l'a dans le poker, mais moi, je l'avais découvert avant dans l'e-sport. Parce que les joueurs de jeux vidéo, avant d'être pro, ils sont vraiment dans leur salon en caleçon en train de jouer, etc. Mais je ne sais pas si vous avez vu comment ça change aujourd'hui. Tu peux te retrouver dans un stade devant 20 000 personnes alors que la veille, tu jouais dans ton salon. En termes de pression sociale, elle existe, quoi. Et donc, ça va, encore une fois, c'est un environnement et la façon dont tu t'interagis avec cet environnement, ça peut générer des frictions
ou pas. Et donc, encore une fois, ça va être qu'une question de comment est-ce que je m'adapte, comment est-ce que je dois percevoir le regard des autres pour que ce soit plus léger pour moi. Comment est-ce que je perçois le regard des autres qui fait que c'est dur, justement, ou ça va me faire déjouer, par exemple, faire prendre des mauvaises décisions. Et Romain, tu l'as vécu comment ça, toi? Parce que mais après, je pense que c'est hyper personnel. Ça dépend de chacun. Ouais. Et que même si on n'est pas dans le rayonnement du grand public ou s'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous regardent, on a forcément un ami, un copain, un cousin. C'est très rare, je pense, un joueur qui est vraiment seul tout. Et c'est très important souvent. Parce que c'est dur, on n'a pas des grades comme la plupart des sports ou la plupart des métiers. Tu sais, t'es noté quoi. Aux échecs, t'es Elo 1400. Au tennis de table, t'as un classement exact. Donc tu sais à quel point t'es fort. Au poker, tu dois un peu te relier sur la vie des autres pour être sûr si tu joues bien ou pas. Tu dois aller t'exposer un petit peu, sinon t'es vraiment dans le noir. Et moi c'est un truc que j'ai eu assez tôt, quoi. Assez jeune dans ma carrière, quand j'ai accepté de faire la télé-réalité. Là tout à coup t'es que sous des caméras H24, t'es regardé par les autres, pas seulement quand tu joues, toutes tes actions de la vie t'es filmé. Et ça pour moi c'était un des plus grands steps d'apprentissage, c'était de me dire je le fais pour moi, j'y vais pour une expérience personnelle qui va m'apporter. Je ne pense pas faire une énorme connerie durant de cette émission, parce que je pense pas que c'est dans mon caractère. Vas-y pour te créer des bons souvenirs et voyons comment tu te ressens sur place. Et je me souviens avoir été super stressé les premiers jours, mais H24 quoi. Alors juste les caméras partout, j'étais en mode de réfléchir à tout ce que tu fais avec le moindre truc que tu fais. Tu travailles le matin et t'as une voix qui dit Romain, mets ton micro, tu sais, t'es là, oh là, je suis dans une putain de... C'est Steph Matteux qui est là. C'est ça. Et donc ça, je pense que ça m'a un peu aidé, mais au poker, c'est vrai que c'est différent. Puis ça change, ça évolue au fur et à mesure des années. Premier dans la tête d'un pro, hyper stressé. Mais là, moi, ce que j'entends dans ton discours, c'est que déjà, dans le discours qu'il entretient avec lui-même, c'est vas-y pour toi. Si tu te répètes ce genre de pensée, et si la posture mentale ou le chemin que tu empruntes dans ta tête, vas-y pour te faire plaisir, vas-y pour toi. Ça, ouais. Au final, tu mets en second plan les perceptions potentiellement qu'il va y avoir de toi, déjà ça allège. Ouais. Donc déjà, tu as eu un réflexe qui fait que... Puis je pense que c'est hyper naturel, quoi, surtout dans le milieu du poker, mais dans un peu tous les milieux, de vouloir être bien perçu, surtout dans le milieu du poker. Donc du coup, vraiment ce truc de, tu sais, au début, c'est facile, les premières années de jeu, un peu mentir sur sa main. Tu vas dire, ouais, j'avais Rodam, et qu'en vrai, tu dis, alors que tu es en train de parler à ton pote qui s'en fiche en vrai. Et après, c'est vraiment ce truc de ouvrir, d'être vraiment dans cette acceptation qu'une erreur c'est bien. Et à partir du moment qu'une erreur c'est bien, parce que tu as été honnête sur ton truc, que c'est pas le jugement de la personne qui va être important, mais c'est plus qu'est-ce qu'on va en tirer. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça que au fur et à mesure des années, je me sentais vraiment, vraiment mieux sur ce rapport à l'autre, parce que je prenais tout un peu positivement en me disant, tu sais quoi, si je fais une grosse erreur, je vais sûrement apprendre. Et les gens qui me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, en fait, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'importe, c'est les 5-10 personnes dans mon entourage proche, ceux qui me connaissent vraiment, que Jean-Michel, il pense que j'ai pas bien joué une main, qu'il va commenter sur Internet. Bon, c'est sa vie, tu vois, c'est pas ma vie. Et je pense que la télé a bien été pour ça. Et puis, au fur et à mesure, dans la tête d'un pro, ça allait de mieux en mieux. Et cette année, c'était un peu différent. De toute façon, je peux le dire parce que ça va sortir bientôt. Mais j'étais filmé dans un 50K, du début du 50K WSOP. Ton premier? Mon troisième, ouais. C'était ton troisième? Ouais. Excuse-moi, J'avais fait un autre en début d'année. Et là, c'était un peu différent parce que le montant est tellement énorme que j'étais en mode, est-ce que j'ai vraiment envie de montrer une partie qui vaut genre trop, tu vois. Et là, c'était plus difficile. Et c'était un vrai travail personnel de me rappeler que c'était mon taf, que j'étais arrivé là et que c'était comme une compétition de très haut niveau, où en vrai, non, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça a à voir avec le niveau de compétition. Et au contraire, c'est trop cool, quoi. Tu vois, je suis en train de montrer un des tournois les plus... prestigieux des WSOP, et c'est moi le protagoniste, j'aurais même pas rêvé de ça il y a 10 ans. Donc, comment mentalement tu passes de cet aspect qui est totalement normal, tu vois, tu te dis, tu vois, je vais faire mon 50K, tu vois, c'est le top de tes buy-in, où tu te dis, j'ai envie de le vivre pleinement pour moi, tu vois, de façon égoïste, entre guillemets, mais aussi de façon professionnelle, tu vois, de dire, je veux le vivre à fond, je joue à fond, j'accepte de le partager, et sans que ça abîme un petit peu ton niveau de jeu, tu vois. Est-ce que ça a un petit peu abîmé ton niveau de jeu, tu penses, ou pas du tout? Je pense que le premier 50K que j'ai joué cet été, du coup, je n'étais pas filmé. Et il y a une décision que je regrette à mort, tu vois. Une grosse décision. Donc, du coup, pas filmé, grosse décision. Et la deuxième, en fait, j'y pensais beaucoup avant le tournoi. Et j'étais vraiment
je me souviens très bien, une demi-heure avant le tournoi, je faisais un peu un exercice de respiration et je me disais quoi? Je me disais, peu importe ce qui se passe, la situation est stylée et juste prends conscience de, un, la chance et deux, le kiff, quoi, tu vois. Du souvenir que ça va te Mais faire, ouais, du dans kiff. tous les cas, ça va être bien. Ça fait 10 ans que je joue au poker, je vais pas faire n'importe quoi, tu vois. Je le sais, je vais pas prendre un valet 2 et 3 c'est bêtes ça. et 3 barrels all-in, c'est Alors que impossible. Valet tu vois. 2, des bloqueurs. Alors qu'il y a des bloqueurs. Et Valet 2, Bruno Fitoussi si Ouais. nous entend, c'est un de nos On préférés. l'embrasse. Et donc c'est vrai que j'étais très stressé à l'idée de faire ça avant le tournoi. Et dès que je me suis assis, non, j'étais hyper confortable. Et au contraire, ça rajoutait un côté de... Ouais, j'étais dedans à 100%, tu vois. Ouais. Et j'étais vraiment... Comme si... Enfin... C'est pas que ça m'a aidé, mais ça m'a pas du tout desservi, bien au contraire, tu vois. J'étais en mode... Ouais, de maintenir ton focus encore on plus y est, longtemps avec ouais. ça. Quoi, Et avec puis cette- j'étais là, assis sur le truc, les heures, elles passaient en claquement de doigts. Et, Ouais, t'étais dans la zone un peu. ouais, Vraiment, je me sentais trop chanceux en vrai. Peut-être J'étais là- ça te crée une adrénaline supplémentaire, mais positive un petit peu. Quoi. T'as oublié Dans- que tu les as un peu oubliés ou Les caméras? Ouais. Ouais, mais c'est ça le truc. T'as quand même une Maintenant, c'est un peu mes gymnastique potes. de noter les C'est mains ça, à la tu fin dois de. noter les mains. Et puis dès que la première main elle passe, ça va, je rejoue au poker, quoi. C'est ce que je fais depuis 10 ans et je me sens toujours très à l'aise à une table. Et en fait, là, je suis tombé en plus, ce qui est cool, c'est que je suis tombé sur une table où je me considérais peut-être 3e en niveau, un truc comme ça, peut-être, ou 4e. Genre, il y avait vraiment 2-3 joueurs où j'étais content. Alors, c'est rare ça sur un tournoi Ouais. si cher. Ça m'a mis à l'aise à fond. Et je sais pas, je me retournais à gauche, il y avait Sergio Agüero, à droite, et machin. Je me disais, ouais, non, c'est trop stylé, tu vois. Il y a 120 joueurs, je fais partie des 120 joueurs un peu les plus Bien sûr, chanceux des WSOP à pouvoir faire ça. Donc, Non, les plus riches. Ce que j'entends moi aussi, si ouais. tu me permets une remarque Vas-y, bien sûr. dans ce qu'il dit, c'est qu'on est toujours en train d'apprendre, du coup, puisqu'il a vécu le fait d'être exposé médiatiquement et de devoir s'adapter. Finalement, quand tu es médiatiquement exposé, je dois trouver une façon à ce que ça ne m'impacte pas. Mais dans le contexte d'un 50K, ben, c'était de nouveau quelque chose qui t'a challengé et tu as Ouais, dû ça, de fou, nouveau apprendre dans un Ouais. contexte où l'enjeu est plus grand, à trouver une Ouais. façon pour être à l'aise et avec c'est même pareil. potentiellement que ça t'aide. quoi. Ouais, c'est pareil mentalement, c'est sûr. Et techniquement, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que, genre, t'as un coup, tu sais comment le jouer, mais le fait que le buy-in soit aussi gros, c'est plus les mêmes émotions. Ça, c'est un bluff, ok. Vas-y, maintenant, bluff. Ouais, tu vois. vas-y. Genre, vas-y. Fais-le. Et bouge pas derrière une fois que t'auras fait tapis, Ouais, bouge pas. ouais, je bouge pas. C'est pas pareil, quoi. Et c'est ça qui est hyper cool et challengeant dans les gros buy-in. C'est encore une fois, on continue à apprendre sur soi. Mais ouais, j'ai toujours été grave intéressé d'où étaient un peu mes limites, quoi. Dès le début, à me dire, bon, mais vas-y, j'ai pas trop peur sur un 1000, peut-être que je peux passer à un 2000. Bon, vas-y, j'ai pas trop peur sur un 2000, je peux passer sur un EPT. Et là, je dirais pas que mon objectif serait de jouer beaucoup plus cher, tu vois. Genre un tournoi à 100, 200 ou 1 million, ça me fait pas rêver. Les Je trouve tritons, ça un peu- c'est pas ton kiff. Tu vois, des tritons, ça pourrait être stylé parce que je trouve l'ambiance, ce qu'ils ont créé vraiment génial. Et donc, ça pourrait être un kiff d'aller les jouer. Mais d'être régulier, bah, 1 million sur les tritons tous les mois. Non, mais Ce de serait jouer- plus pour te dire, je l'ai fait une Même fois dans ma plusieurs fois, carrière. ouais, je kifferais, tu ok, vois. plus dans Ouais, ce truc de plusieurs dire fois, un je peu. kifferais, mais d'être genre régulier tous les 2 mois sur les tritons. C'est pas mon objectif number one, mais J'ai genre l'impression jouer que de c'est temps en l'objectif temps. de tout le monde maintenant, un peu, Un entre peu, guillemets. Tu vois. Aller jouer 2-3 tournois sur les tritons, ça me ferait kiffer. Aller jouer le 200K et le re-entry et faire des semaines à 1 million de buy-in. Non. Pas Ouais. tant. Ouais. Moi, j'avais une question pour toi, Johan. Pour parler revenir sur le mental, j'ai l'impression qu'il y a pourtant, il y a une espèce de consensus qu'aujourd'hui, pour être un joueur performant, il faut travailler son mental et tout. Et je suis assez surpris de voir le nombre de joueurs qui encore pensent que c'est bullshit. Il y en a encore, je trouve, beaucoup qui pensent que c'est un peu du blabla, que c'est je veux vendre mes formations, je veux machin. Qu'est-ce que toi, enfin, je sais pas, c'est quoi ton ressenti Ton là-dessus? métier. Hein? Ah, mais- Non, mais qu'est-ce que tu fais à côté pour La vivre, minute vraiment? marketing. Non, mais est-ce que je sais pas, t'as ce ressenti ou pas? Alors, Bah déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont dans le sens de ce ressenti, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu mainstream. Moi, à l'époque où ça me passionnait, c'est-à-dire que, il n'y avait pas tous ces trucs de développement personnel sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, tu sais, c'était vraiment un truc de niche. Moi, quand j'étais à la fac, on était un amphi de 200 personnes et t'en avais 99,9% qui étaient en spécialité préparation physique, et il y avait moi et 2 autres gus qui étaient en spécialité préparation mentale et qui s'intéressaient à ce genre de sujet. Et ce qui fait que ce soit mainstream et que tu entendes à toutes les sauces des citations de développement personnel, etc., je pense que ça joue pas forcément en la faveur du professionnalisme que tu peux avoir quand tu dépasses la surface de juste sortir des citations, quoi. Après, qu'est-ce qui peut jouer dans ce sens-là?
il y a le fait que c'est moins palpable et concret que le corps, par exemple. Je veux dire, s'entraîner physiquement, personne ne va le remettre en question parce qu'on voit bien, quoi, quand on fait Il y a des résultats. des biceps, ça grossit, quoi. Se rendre compte de ce changement-là d'un point de vue mental et émotionnel, c'est beaucoup moins concret et palpable. Pourtant, tous les joueurs maintenant, si on prend tous les joueurs de haut niveau, tu vois, si on parle par exemple des joueurs de Triton, etc., il n'y en a aucun, je pense, qui n'a pas à un moment eu affaire à un coach mental au poker, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans en arrière. Ouais. 5 ans en arrière, c'était un peu l'inconnu pour pas tout le monde, mais pour une grosse partie. Maintenant, c'est ça. Est-ce que ces gens justement qui critiquent, moi j'ai un peu cette impression-là, j'en ai dans mon entourage, tu vois, qui pensent que c'est bullshit ou quoi. J'ai l'impression que les gens qui pensent ça, en fait, ils le pensent parce que eux se sont fait un peu tout seuls et ils ont aussi une force peut-être que d'autres n'ont pas. Et donc ils ont du mal à la comprendre. Est-ce que tu vois, comment tu parlerais à ces gens-là? Comment je leur parlerai? De toute façon, moi j'ai appris quelque chose, c'est pour sortir une citation à la con d'ailleurs, on fait pas pousser de l'herbe en tirant dessus, quoi. Donc, la version un peu moins gentille, on fait pas boire un âne qui n'a pas soif, quoi. Et juste, si grand bien leur fasse, quoi. Si vraiment leur niveau, ils sont très à l'aise avec ça, moi je respecte vraiment la façon de penser des personnes qui se sentent suffisamment avoir suffisamment d'assises pour se dire ok, j'ai confiance en mon jeu et je vais continuer à avancer comme ça. C'est juste un levier de performance qu'ils pourraient mieux utiliser mais qu'ils n'utilisent pas. Et moi je respecte les croyances de tout le monde, quoi. Moi ce que j'entends souvent de la part de ces joueurs là, c'est que c'est un petit peu que la technique au poker va compenser tout, quoi. C'est à dire qu'en gros si t'es bon techniquement, tu n'auras pas. Alors, je suis pas en train de prêcher pour leur paroisse, parce que je suis complètement contre. Je suis pas du tout du même avis. Mais en fait, Qui c'est qui dit ça? Alors, Je veux des noms. Alors, tout à l'heure, tu parlais de Jean-Michel. Jean-Michel, déjà, il a dit connard. Non, mais tu vois, j'entends quand même beaucoup de jeunes joueurs ou chaque fois, je suis assez surpris. Je me dis, mais en fait, pour moi, c'est une question de conscience. On si est t'as quand pas même dans conscience que ça peut être utile, en fait, tu. Non, mais surtout, en fait, tout le monde a eu mal en jouant au poker. Tout le monde a eu mal. Et en fait, à un moment, te dire, en fait, j'ai eu mal, donc est-ce que je peux faire quelque chose? Je sais peut-être pour atténuer cette douleur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toutes ces émotions que j'ai à un moment, les canaliser? Est-ce que je peux faire quelque chose pour gérer mieux cet aspect-là Perso, j'en ai pas croisé beaucoup des joueurs qui disent ça. Peut-être à l'époque, mais moi aujourd'hui, je capte que dans un sport, les gens ils peuvent se mettre à fond sur la technicité parce que tu es là, tu travailles ton coup droit, tu travailles ton revers, tu travailles tes trucs. C'est concret. Si je sers bien et que je lui rends de l'autre côté, peu importe ce qui se passe dans ma tête, ça va, je peux faire abstraction. Au poker, j'ai quand même l'impression qu'une grande majorité savent que ça se joue dans la tête, quoi. Je pense que le fait que tu n'en aies pas rencontré, excuse-moi Johan, c'est que je pense que c'est plus une vision des joueurs de cash game. Et là, tu vois, depuis le début, on parle un petit peu de la souffrance. Et je pense que la souffrance, elle est différente déjà entre le cash game et le MTT. Je pense qu'elle est beaucoup plus importante en MTT. Très, très clairement, du fait qu'il y a plus d'injustice, entre guillemets, en MTT. C'est sûr que tu peux perdre le même nombre de coin flip, mais si toi tu les perds tout le temps en demi, et ça change ta vie, ça peut changer ta carrière. Donc je pense qu'il y a ça. C'est un format plus déceptif, tu perds beaucoup plus. Et tu perdras beaucoup plus, alors qu'un joueur finalement de cash game, même si c'est pas forcément un top player ou quoi, mais qui est ok, tu fais des mois gagnants, quoi. Il pourra faire des mois gagnants de façon régulière et donc moins souffrir finalement de ça. Moi j'ai un petit peu plus cette vision-là. Et d'ailleurs les gens dont je parle, c'est des gens de cash game. Ouais, ça m'étonne pas. Le pattern que j'ai pu voir avec les joueurs qui ont les croyances que tu décris, c'est souvent, ils ont conscience que potentiellement, ils ont une souffrance mentale ou émotionnelle à un moment, mais ils raccrochent pas ça à leurs résultats et à leur revers en termes financiers. Et du coup, comme ce lien il n'est pas fait, ça n'a aucun intérêt finalement de travailler sur le côté mindset, entre guillemets. Et je pense que c'est une question de conscience, parce que pour moi, c'est presque du bon sens que te dire que le poker, c'est un jeu de prise de décision, et que les dispositions mentales et émotionnelles dans lesquelles tu te trouves quand tu prends des décisions influencent les choix que tu fais et donc l'argent que tu gagnes. Donc ça me paraît tellement du bon sens que c'est... Et puis le poker, en fait, au-delà de ça, c'est aussi un jeu d'edge. En fait, va chercher l'edge partout où tu peux, même si tu as l'impression que c'est bullshit. En fait, va voir s'il y a un edge à trouver, même si ton jeu il augmente de quelques petits pourcents, tu vois, c'est de l'edge que tu gagnes, ou tu vois. Autre chose qui peut faire que c'est perçu comme bullshit, c'est qu'on peut s'inventer coach mental aussi. Alors justement, j'allais te poser la question. La question que j'allais te poser, c'est que
j'imagine que là, on en parlait aujourd'hui, le nombre de coachs mentaux sur le marché. Mental. De coach mental de tel qui C'est parce qu'on est bientôt en hiver, pour ça les mentaux. coach mental, c'est mental coach. Ah yes, your moi, y a English pas de... side, alright. Ah man, Alright, I motherfucker. got it. Sur le marché complètement, genre c'est démultiplié et il y en a de très bons et j'imagine il y en a des moins bons qui peuvent aussi faire que ça tire un peu vers le bas. Comme tu disais, les citations, on s'improvise aussi très vite coach mental en faisant des formations de quelques heures et voilà. Et je sais pas, déjà toi, sur le marché, de voir la multiplication, t'es plutôt content ou est-ce que là, tu le vis un peu... Bah moi, j'aime bien qu'il y ait beaucoup d'engouement autour de ça, parce que je me dis, si t'en sais 1% de plus que quelqu'un, potentiellement, tu peux lui transmettre ce 1%. Quoi. Donc déjà, les gens qui s'inventent coach mentaux, ils ont appris peut-être 2-3 trucs et potentiellement qui pourront aider certaines personnes à, je sais pas, avoir un peu plus conscience, faire quelque chose d'un peu mieux. Moyennant... Souvent, Ouais. c'est souvent ça, c'est le bon côté, mais en Oui, fait, oui, il y a le un mauvais côté, c'est que ça peut coûter, effectivement. Après, moi, j'ai envie de dire, le temps fait le tri, quoi, Bien sûr. entre guillemets. Moi, j'ai beaucoup fait en sorte, et là, aujourd'hui, je suis un peu plus présent médiatiquement, mais c'était pas mon intention de base, et j'avais simplement envie que mes résultats parlent d'eux-mêmes, et c'est le parti pris que j'ai eu dans le poker. Et j'aime à penser que finalement le temps fait le tri, quoi, quelque part, entre ceux qui produisent réellement des résultats et ceux qui n'en produisent pas. Et puis ouais, je pense que je dirais ça. Tu bosses avec quelques autres coachs mentaux? Est-ce que vous échangez? Est-ce qu'il y a un WhatsApp coach mental français? Non, pas encore. Je crois qu'il y a des petites initiatives des personnes qui, je sais pas, j'ai déjà été ajouté à des conversations, mais qui n'ont jamais. Tu sais, cette conversation où tu es ajouté, puis ça met 3 messages, puis finalement ça aboutit à rien. Ouais. Du coup, enfin que je. non, je n'ai pas connaissance. Romain, là en fait, on parlait du fait que tu es en pleine forme et tout, et justement, c'est parce que tu branles plus rien. Non, parce que tu joues plus. Qu'est-ce qui... Non, mais tu fais un petit break. Ouais. Tu fais un petit break. Qu'est-ce qui a motivé ce break? C'est justement post-Vegas. Ouais, comment dire? Poker, au début, je jouais beaucoup et un des trucs qui m'attirait le plus envers le poker, c'était la liberté que ça donnait. Je me suis dit, en jouant au poker, c'est excellent. Je vais pouvoir faire un peu ce que je veux de ma vie. 4 ou 5 ans plus tard, j'étais en mode waouh, je voyage 11 mois dans l'année, je fais 3 semaines par-ci, 2 semaines par-là. Mon stop le plus long, c'était Vegas. Donc Vegas, c'était l'endroit où je passais le plus de temps d'affilée à un endroit, 1 mois et demi, Vegas, quasiment à la maison. Je retournais chez moi à Bordeaux, voir ma famille 2-3 semaines dans l'année. Toujours découpé 1 semaine par-ci, 1 semaine par-là. Et j'aurais rien changé au monde. C'était vraiment le truc que je préférais faire, vraiment. Et je commençais vraiment déjà à sentir pas une lassitude, mais genre justement un trouble mental où je me rendais compte que j'étais plus à 100% quand je jouais. Je me sentais obligé d'être sur tous les événements et je sentais que dans ma tête il y a quelque chose qui allait pas, je pouvais pas exactement mettre le doigt dessus. Et le Covid pour moi est arrivé à un bon moment, entre guillemets, par rapport à ça, où j'étais sur les circuits et je jouais les tournois et je sentais que j'étais à 70%, quoi. Et au poker, si on veut gagner, moi ce que j'ai appris dans le temps, il faut être à 100%. Il y a tellement de gens qui sont à 100%. Si on n'est pas à 100%, notre processus de réflexion, il y a un truc qui ne va pas aller. Et c'est facile de souvent se cacher sous la variance, quoi, et juste se dire non, c'est un jeu à très haute variance et parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas bien. Mais moi, pas du tout. Moi, dans ma vie, ça a vachement été corrélé avec comment je me sentais autour. Alors peut-être que ça, c'est la chance ou pas, j'en sais rien. Mais généralement, si tout allait bien dans ma vie, j'étais hyper content de comment je jouais. Et s'il y a des trucs qui allaient pas, je faisais de plus en plus d'erreurs, moins de patience justement, moins de clarté d'esprit, moins d'acceptation, plus de stress, moins d'acceptation. Et moi, le Covid, les 3 premiers mois, j'ai que fait jouer online, parce qu'il y a tout le monde qui arrivait online. Et là, tac, c'était 8 heures par jour, 18 heures, 2-3 heures du mat, à fond, mais à fond, pendant 3-4 mois. Et c'est le moment de ma vie où j'ai le plus bossé le jeu. Et c'est le moment de ma vie où j'ai le plus perdu, de loin. J'ai perdu la moitié de ma rôle en 3 mois, en gros, en perdant 5-6 000 euros par soir, quasi tous les soirs, pas une session gagnante. Et j'étais là, genre, wow. Soit je dédouble les efforts et je continue et je contacte 2 coachs et genre, je rattrape ce que j'ai perdu,
Ou soit je prends une pause, je prends mon temps. Rien me dit que c'est obligatoire d'aller jouer maintenant les WSOP Online. La diff avec avant, c'est que il y a des tournois tout le temps. L'offre était énorme. Tout le temps. Et puis t'avais l'impression aussi qu'il y avait, tu sais, qu'il fallait pas rater ce moment du confinement parce que C'est les ça. files étaient énormes. Exact. Tout le monde te disait ah C'est vas-y. H24. Il y avait C'est il y a H24. un euro, le mec il a gagné 1 million. C'est ça. Tu sais, en fait ça s'arrêtait pas. Ouais. Et finalement, mais en fait le nombre de gens qu'on a reçus ici et qui pendant le confinement, c'est pas bien passé. En En fait, MTT, en fait, MTT beaucoup. c'était Ouais. c'était une variance démultipliée. Je sais quoi, pas, j'avais finalement. jamais accepté. Je m'étais pas dit que ma vie, ça allait être rester chez moi, être sur l'ordinateur 9 heures par jour, voir le soleil 1 heure par jour, se réveiller tard, manger décalé, genre juste vivre et boire poker et dormir poker. Je rêvais de poker, j'avais des cauchemars de poker, quoi. Il y a des Ouais. cartes, dont je dormais et genre j'avais 2 as, et l'autre il avait as-roi et c'était la folie, tu vois. Et du coup, j'ai pris un énorme break pendant le Covid, mais j'ai quasiment pas joué pendant 1 an. Et je me suis dit, je vais rejouer juste avant que ça reprenne en live. Ça va être ça mon kiff. Et je suis allé sur d'autres projets, j'ai kiffé, j'ai trop kiffé faire autre chose. Tu faisais quand même des trucs pour Wina, j'imagine, pendant cette période quand même. Un Des peu streams. Bah, Ok. C'était le Covid, quoi. Donc, à part les streams, on n'avait pas grand chose. Ouais. Donc, ouais, on faisait un stream tous les mois. Ce qui était marrant parce que je jouais pas du tout. J'arrivais sur le stream en mode bon. Détente. C'est ma seule Alors, session pour de poker. apprends-moi les règles. Attends, quinte ou couleur, c'est quoi? Je sais Ouais. plus. Et après cette année-là, quand ça a repris, c'était ma meilleure période poker ever. Après 1 an d'arrêt, c'est là où j'ai gagné le bracelet. C'est là où j'ai commencé à faire des perfs, mais très régulièrement. Et j'ai fait 6 mois, c'était mes meilleurs 6 mois. T'as retrouvé ta passion, Ouais, ce j'ai qui trop te envie de faisait jouer. Tout vibrer, à quoi. coup, oh, ça fait 1 an que j'ai pas joué. C'est un délire comment je kiffe en fait ce jeu. Et donc j'ai compris que si je veux être à 100%, il faut que je sois hyper heureux dans ce que j'entreprends. Et que là, j'étais dans une période de ma vie où il fallait que je focalise sur ma vie perso et privée plus que ma vie professionnelle. J'ai l'impression que ça recolle même avec ta question de Chichi du début là sur La très bonne. Tu parles de la très bonne question. très bonne L'excellente, question. je sais plus. Excellente question de la coloc, puisque ça va super bien une coloc pour démarrer et pour se feed et pour apprendre, et on est tout le temps la tête dans le poker, et avec un environnement ça te fait grandir énormément. Mais à un moment, t'es un peu rincé, quoi. Et c'est toujours avantage-inconvénient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est usant d'être tout le temps la tête dans le poker et que tu as besoin de variété dans la vie, en fait. Tu as besoin de sortir la tête du même milieu. Et je pense que quand tu as passé le cap des 5 ans, etc., d'avoir des moments où tu... Ouais, puis Mais c'est ça, ta puis tu tête vois à tes autre résultats, chose. quoi. Tu te dis, bon, bah, si je continue à jouer juste pour jouer, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que je... Mais c'est même si tu gagnais C'est 2 pas millions, moi, même si tu gagnais 10 millions, mais en Ouais, fait, finalement, et ouais, que si ta je me vie, sens elle pas bien, t'es mais pas ouais, épanoui, clairement. t'es pas épanoui. Et c'est pas moi, Romain Lewis, ça y est, je joue, je suis EV+, à n'importe quel moment je joue, même bien sûr que non. Si moi je suis pas bien dans la tête et que je pense à d'autres trucs, mais je suis EV- quand je joue, je sais, tu vois. Et puis, Et- t'as perdu en plus cette petite. Enfin, tu vois, la passion. Au début, quand t'as décrit, t'as dit. Moi, ce qui me faisait vibrer, c'est d'être libre et de pouvoir faire ce que je voulais. Et au final, tu t'es rendu compte, ok, tu fais que ta passion, T'as perdu la mais si liberté. tu fais des tournois tout le temps, Bah ouais. en fait, t'es pas libre. Bah non. T'as pas ce kiff de te dire, bah là, je vais faire mon event pendant 3 semaines à fond, C'est puis ça, après, ouais. je me prends 2 semaines de vacances où je fais rien. Ouais, c'est ça. T'as eu besoin de retrouver ça là après Vegas, C'est ça, exact. La Chypre, c'est le premier EPT que je loupais en 8 ans. Ça veut dire que le schedule EPT, ça régulait ma vie, quoi. Si Ouais. tu me disais qu'il y avait un nouvel EPT à Paris, j'étais à Paris. Le nouvel EPT à Londres, j'étais à Londres. J'étais à Barcelone, j'étais à Prague, j'étais à machin. Et là, je kiffais, quoi. Je regardais les potes, je les railais, j'étais allez les gars. Et j'avais pas du tout le truc de me dire, ah, j'aurais pu jouer cet EPT-là. Et je me dis maintenant, peut-être que je ferai plus des années à 11 mois à fond, mais peut-être genre 6 mois à fond. Et au moins que je suis à fond, je pense que ça va bien se passer pendant ces 6 mois-là. En tout cas, c'est comment je le vois maintenant, quoi. Donc là, c'est quoi la reprise, c'est quand? Décembre, Vegas WPT. Ah, le Ouais, du tout Bledge, incroyable. Win ou Ouais, là, tu Ouais, rates- oui, le oui, 25K? ça va être tu la rattaques folie. fort là. Ouais, Le 10K, 10, ah non, c'est un 10K, c'est un 10K, pardon. 5000 joueurs, et après il y a un je paye, 3K ils ont- et un 25K. 1 milliard garanti là. C'est abusé, Combien, ils ont je sais garanti 4000 joueurs. plus. Ouais, ouais. Ouais, t'es là, win pendant 10 jours, ça va être trop bien. Et vous êtes beaucoup en plus à partir de la team, je crois. Ouais, cette il y aura sûrement les caméras aussi, je pense. Je suis même pas 100% sûr, mais je crois qu'on sera suivi. Je crois, ouais. Et on sera peut-être une dizaine, Ouais, une dizaine à c'est- y aller. Ok. Donc ça va être top. Et j'étais quasiment le seul, on était 2 ou 3 l'année dernière à y Il y être avait allés. Alexandre, Il y avait toi. juste Alexandre et moi. Ouais. Là, j'ai l'impression que tout le monde en parle. Et c'était incroyable, quoi. Et il était magnifique déjà l'année dernière. presque plus beau que le main dans le sens où genre l'année dernière il y avait aucun reg. C'est pas Rampage qui le Il y gagne? avait aucun reg. C'est pas Rampage qui gagne le 10K du win? Justement, on parlait de Qui ça Rampage tout à l'heure. Rampage, Rampage, c'est un joueur je sais pas, de qui fait des cash vlogs. game Ah, qui. ouais, je vois qui c'est. Non, je crois pas. sais pas si Je c'est sais lui. pas. Je me souviens Je plus. crois qu'il gagne un. Bref, c'est un tournoi de fou, énorme, quoi. ouais.
Tournoi de fou. Et après, je pense que pour justement rebosser à fond online et tout, je vais aller partir du côté de l'Amérique du Sud. C'est là où je kiffe trop, avec des vrais horaires où tu travailles la journée. Et puis si tu peux choisir ton lifestyle, Exactement. autant aller l'après-midi, quoi. Exact, ça, c'est Parce le que tournoi. tu pourrais aller dans la Creuse aussi. Mais bon, après, c'est les plus tournois de challengeant. midi à 20h, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça la vie. J'ai compris que je kiffais de fou jouer au poker quand j'étais là-bas et peut-être un peu moins quand je suis en Europe. Mais c'est dur d'avoir des horaires, surtout le MTT, où tu commences à grinder à 19h, globalement, quoi, ou 18. Mais en fait, là où tu as toute ta vie sociale qui existe, parce que les gens arrêtent leur taf, et donc, toi, non, c'est là où tu vas te mettre la tête dans les écrans, et je trouve que c'est extrêmement difficile. C'est dur. Et puis même, t'es fatigué, c'est le soir, il y a un truc, t'as pas envie c'est ça. De lancer c'est même des pas que je suis MTT. plus à fond, c'est que genre pour être à fond sur le POC, j'ai compris qu'il me fallait ces petites pauses pour performer, quoi, tu vois, pour performer à fond. On entend dans joueur d'expérience le rapport entre bien-être et performance, quoi. Du coup, tu sens, j'ai l'impression que tu as fait le lien entre je prends soin de moi et je me sens bien dans ma vie, et en fait au poker je peux être à 100%. Ça c'est cool. Exact. Et ce qui empêche ça, un leak que je trouve que tu as énormément chez les joueurs de poker, je l'ai vu d'ailleurs à Vegas, sur les grinders qui sont là, c'est que tu as ce qu'on appelle le FOMO, la Fear of Missing Out, c'est-à-dire qu'il y a tellement de beaux tournois et que tu te dis c'est peut-être celui-là que je vais perf, donc du coup tu n'arrives pas à te prendre ta pause, ou les joueurs ont du mal à prendre cette gymnastique et de mettre, et c'est sous-côté en fait, le côté prendre une vraie pause quand t'en as besoin. À Vegas, j'ai toujours été surpris de ceux qui enchaînaient comme si c'était, comme si on se définissait avec un certain edge, on se disait moi j'ai 20% de ROI, et du coup c'est juste un calcul mathématique ce que je gagne. Si je joue 50 tournois avec 20% de ROI, je devrais gagner ça. Et ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Et en plus, un risque de burn-out, j'imagine. Un Vegas d'un mois et demi sans pause, à enchaîner des tournois tous les jours, à un moment tu te crames Toi, Johan, d'ailleurs, c'est quoi un petit peu? T'es allé à Vegas, t'avais des joueurs, tu suivais la team Nutzer à l'époque? Toujours Nutzer, c'était au tout début, c'était ma première expérience dans le poker. C'était il y a 2 ans, c'est ça? 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans même. Ça passe vite. Ouais. Et non, à Vegas, j'étais avec 2 joueurs de la team ATM, et en fait, plusieurs joueurs ensemble qui ont décidé de me faire venir dans la villa dans laquelle ils étaient. Il y avait Valentin aussi, Lucarini, Clément Surcouf. Et aux Bahamas, j'étais avec du coup Julien Pérousse et Ivan Dera et Inos. Voilà. Donc c'est les 2 dernières expériences de live. J'ai perdu ta question au passage, je suis désolé. Non, mais c'est une question de comment je te sens. J'ai posé une question, Chichi, il est parti. Il avait tellement un à foutre de ma question. 2 minutes là, c'est devenu nul. Mais c'est quoi? C'est mieux là. Excusez-moi. Là, elle est mieux là. Je suis le seul à boire des bières à 16h. Excusez-moi. C'est rare que c'est rare, ta vessie. J'ai plus l'habitude. À 16h, elle est pas entraînée. C'est vrai. Non, et aujourd'hui, c'est quoi un petit peu ton rythme? T'as beaucoup de joueurs, comment ça se passe un petit peu? T'as beaucoup de joueurs dans ton pool? Jusque là, comme je disais, j'étais plus dans le côté. Ce qui m'intéressait, c'était d'être au plus haut niveau entre guillemets de base, et d'étudier les environnements de performance les plus pressurisants. Donc plus tu joues de l'argent, plus c'est pressurisant, etc. Du coup, j'étais vachement sur je veux coacher les meilleurs. Ok. Du coup, là aujourd'hui, je suis dans une démarche différente, c'est-à-dire que sur les 3 ans d'expérience, le fait d'avoir fait du coaching en live, le fait j'ai fait une grindhouse aussi cette année où j'ai coaché des joueurs d'un niveau plus modeste en termes d'ABI, entre 10 et 50 d'ABI du coup sur la grindhouse, qui fait que je suis à une étape où j'ai envie de synthétiser toutes les observations, les leaks les plus récurrents que j'ai pu voir pour du coup mettre en forme. Et simplement créer un contenu sur la base de, en fait, c'est quoi les edges qu'on peut prendre, les leaks les plus récurrents chez les joueurs de poker. Donc je suis plutôt dans une démarche de rendre ça accessible à la masse des joueurs de poker, à rendre ça accessible à tout le monde en fait. Donc jusque-là, j'étais en mode étude, et là je suis en mode, ok, comment sur la base des années d'expérience, du coup je retranscris ça dans quelque chose qui est digeste, concret pour tout à chacun, et que ça puisse les aider à gagner de l'argent aux tables de poker. Et l'ambition un peu plus grande de être bien soi-même. Tu vas nous faire une masterclass. Est-ce qu'au final c'est plus difficile, je jette ça un peu bouteille à la mer, mais est-ce que c'est plus difficile finalement de coacher un joueur qui vise le très très haut niveau? Donc on va dire là, quand on parle en termes d'ABI, par exemple les joueurs qui un profil par exemple comme Romain, tu vois, des gens qui jouent déjà des 5000, des 10 000, ou c'est plus difficile de coacher un mec par exemple qui est sur les 20-50 euros? En fait, je pense que ça dépend pas de l'ABI. Ça dépend vraiment de la quantité de ressources et du professionnalisme et de l'engagement que la personne a avec lui-même
ou dans le coaching. Et ça, j'ai l'impression qu'un mec qui joue des 5000 et 10 000, tu vois, il va déjà quand même se mettre une certaine rigueur. Alors peut-être pas tous, mais Ouais, une peut-être, mais tu peux majorité aussi te retrouver dans le cas où finalement ça fait 10 ans que tu joues au poker, t'as une grosse bankroll, t'es un peu t'as plus la fougue du début et que du coup tu joues un peu au poker comme ça, puis t'as entendu que le mental fallait travailler dessus, tu peux te le permettre, tu prends un coach mental et du coup t'es moins impliqué quand t'as ce genre de profil aussi. Ouais, c'est à quel point la personne elle y croit, elle personnellement, à l'aide que ça va elle est lui engagée apporter, en quoi. fait. Ouais. Elle est engagée puisque Le nombre de joueurs qui te prennent et qui te font genre 2-3 sessions et qui abandonnent, il y en a beaucoup. Non, parce que moi je fais pas la session, généralement je les offre des packs, etc. Parce que ce que j'aime Tu c'est les créer, fais bien, tu les fais bien là. c'est créer des résultats en fait. Bah, Ouais. En fait, si tu crées pas de résultats, ça a aucun intérêt. Et si tu fais pas, et c'est pour ça que je parle d'engagement, c'est que quand tu travailles avec un coach technique ou mental, l'objectif c'est de changer quelque chose. Sinon tu restes dans ce que tu fais, quoi. Et pour changer quelque chose, on sait à quel point, je pense si on fait à main levée, c'est difficile de changer une habitude. D'autant plus si elle est ancrée depuis très longtemps. Donc ça demande de l'engagement, quoi. Bien Donc, sûr. le plus dur pour moi, c'est ceux qui sont pas vraiment engagés ou qui le font qu'à moitié. Et ce qui est dur pour moi aussi, ce qui est le plus challengeant, c'est les patterns les plus ancrés dans l'esprit et c'est ceux des addictions. Tu sais, le côté addict et tous les patterns de gambler, c'est pas facile à les déloger parce que c'est très ancré et c'est très profond dans l'esprit. Ouais, Ouais, comment- c'est compliqué parfois dans ce jeu de différencier complètement le professionnalisme de l'addiction, quoi. C'est vrai, hein, on est un des seuls jeux, on est dans un monde où on est toujours en mode faut être le number one, il faut pas s'arrêter de travailler, il faut y aller, si tu veux te démarquer de la masse, eh ben, il faut le faire. Et à côté, c'est un jeu d'argent où en vrai, ça peut être néfaste d'y aller trop. Et Ah, tu prends c'est n'importe une quel fine ligne, quoi, professionnel. c'est une fine ligne. Il y avait eu il y a quelques mois je les embrasse hein, parce qu'on ne sait jamais où ils sont. Un sondage de l'Argel, une espèce d'étude où tu devais répondre à des questions pour voir si tu étais addict ou pas. Ok. T'es Ah ouais. professionnel, t'es T'étais 100% addict. oui. C'est obligé. Il n'y a pas de différenciation par rapport à ça, très, très clairement. Après, est-ce que tu as... je pensais à comment quand tu parlais d'arrêter les addictions. Par exemple, quand il passe à côté d'une roulette, il y a un billet qui part. C'est faux. C'est faux. C'est 2 billets qui partent. C'est pas une addiction, c'est pas une addiction, c'est C'est une un façon de talent. vivre. C'est un talent. C'est un façon de talent. vivre. Mais le mec comprend pas. Je t'ai fait gagner ou perdre de l'argent, excuse-moi, avec la roulette. Perdre. Faux. On a gagné la dernière On fois. a gagné une fois. Ouais, mais c'est perdre au final. Moi, je me rappelle pas de la win. Je t'ai dit la dernière fois, faut se rappeler. Tu vois, ça, voilà, tu La comprends dernière ton fois, c'est addictif. la première fois. T'as eu pour parler. Très mauvaise question de Non, chichi, hein. j'allais dire pour un petit Ça baisse, pour un petit peu rajouter. Non, parce que finalement, c'est là, on en rigole, mais pour le coup, c'est triste quoi, ces comportements-là. Mais t'as des joueurs comme ça qui sont très carrés dans leur poker, mais qui par contre vrillent sur les trucs à côté comme ça. Parce que baigner dans un contexte, surtout dans des casinos H24, ça peut faire vriller la tête. J'ai pas le cas de très sérieux dans le poker et c'est que quasiment ça vrille impossible, je à pense. côté. Ouais. Est-ce que tu passes ta vie à... On se dit, bah vas-y, on va créer un edge, un jeu de chance. Et à la base, tout le monde pense à un jeu de chance, le poker. T'as 15 ans, tu penses à un jeu de chance. Tu te dis, waouh, si je mets vraiment toute ma force mentale de mon côté, je vais pouvoir faire en sorte que de gagner et de réduire, et sur des micro-détails, faire en sorte que ça aille mieux. Donc du coup, après... Enfin, tu seras en complète contradiction si après tu allais jouer à la roulette parce que tu sais que c'est un jeu perdant. Mais ça, tu l'as maintenant. Parce que tu vois, à l'époque, sans même parler de roulette, par exemple, à l'époque, on avait des joueurs de MTT, tu vois, qui allaient prendre 5K sur le MTT le dimanche et qui allaient en cash game Ouais, mais aux ils- mains derrière. ah, Ça ah n'existe oui. plus, ça. Ah, tu vois. Oui, oui. Alors oui. qu'ils s'étaient moins finalement. Tu vois. Mais Ils Mais voulaient c'était juste, une époque où c'était beaucoup moins professionnalisé, c'était plus. Enfin, en fait, puis c'était plus facile de. Aussi, c'était plus facile de le gagner. poker. Ouais, aussi. voilà, peut-être plus Donc, facile de gagner aussi. Ouais, je sais pas. J'ai un truc qui vient de venir par contre à l'esprit, j'ai le pattern de joueurs par contre qui peuvent perdre de l'argent sur la session de poker et qui du coup, mais c'est des patterns de gamblers, hein, qui du coup avec l'intention de se refaire vont jouer des formats un peu plus gambling du coup. Ouais. Qui sont pas à leur format à eux pour essayer de se refaire. exactement. Ouais. Ça par contre ouais. Ça y est. bah, moi, je trouve que c'est bien, il faut se refaire. Faut pas finir perdant ce soir. Attends, tu vas voir. Tu peux pas finir une Pas journée. ce soir. Attends, et puis les journées où t'étais down et tu finis even. Elles ont une saveur. Émotionnellement, après. elles ont une meilleure saveur que les journées où ça gagne linéaire. Ça, clairement, hein,
C'est la vérité. Johan, comment ça se passe une session avec toi? Comment ça se passe? Là, je te prends comme coach mental. Déjà, donc je signe pour plusieurs. C'est quoi? C'est un package de plusieurs heures, c'est ça? Moi, j'ai différentes offres en fonction des profils des joueurs. Comme je disais, je veux rendre ça plus accessible. Donc, ça va du coaching très individualisé, voire des expériences physiques, voire du coaching en live, à du coup une masterclass à un moment ou à un autre, du coup, qui sera sur la dimension mindset. Mais si on démarre du coaching ensemble, la première chose qu'on va faire, c'est ce que moi j'appelle soulever le capot de la voiture. Faire un état des lieux. C'est comprendre comment tu fonctionnes en fait. Ok. Et dans ta façon de fonctionner, qu'est-ce qui rapporte ou fait perdre de l'argent. Donc là, déjà, on a 10 heures Potentiellement. avec toi. Moi, je On pense, a 10 heures. Alors, j'ai pas compris. Je dois amener ma voiture, c'est ça? moi, soulever le capot de la voiture, je crois que Avec c'est moi, tu vas. Ben, ah putain, il est con. Alors, je suis pas arrivé à voir. Ouais. C'est des sacrés packs. Hein, Toi, je vais te faire un beau backdoor. Ça t'arrive pour ta vidange et que tu changes tous les filtres, les pneus, le capot. On la connaît celle-là. Donc, Je prends pas les meilleures métaphores du coup. Ils ont pas bonne presse les garagistes. non, mais ouais, donc on soulève le capot, on fait un petit peu, Mais on voit plus que comment dans- ça marche. Et, Dans enfin, ta façon de fonctionner, on cherche qu'est-ce qui te rapporte ou te fait perdre de l'argent. Ça, c'est un axe qui est fondamental. Ou qu'est-ce qui te rapporte ou te fait perdre du bien-être. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, rapport entre bien-être et performance, il existe. Du coup, en fait, moi, si je définis mon métier, c'est comment t'aider à avoir ce que tu veux. Donc, au poker, c'est gagner certainement des tournois. Ou comment t'aider à l'avoir avec plus d'aisance. Sans justement trop souffrir de tout ce que les frictions du poker peuvent te faire vivre. Quand tu es sur cette première séance de soulever le capot, on va dire de découvrir un petit peu le profil de ton élève, je sais pas si t'aimes élève ou peu importe, est-ce que là, parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, et j'ai l'impression que c'est assez souvent le cas quand tu as affaire à quelqu'un, pas forcément dans le milieu du poker, mais tu vois, il va avoir du mal à accepter, à te dire réellement les choses. Il va peut-être enjoliver un petit peu à des moments, ou comment tu fais justement pour que le mec, tu vois, ou le mec ou la fille, peu importe, mais se découvre un petit peu à nu, voilà, qu'elle accepte de te dire à toi, je peux tout dire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas tout ça. Ouais. Ah bah, c'est marrant que tu me poses cette question. C'est une parce excellente question. que... Ouais, c'est non, une elle est excellente marrante. question. Celle-là, elle est marrante. Elle est pas excellente, elle est marrante. Voilà. Ça me remémore le tout premier coaching où je me suis rendu compte, je t'avais dit l'écueil des outils, et en fait tu te rends compte, bah non, c'est une relation. En fait, une relation de coaching, on dit, c'est pas un abus de langage, quoi, ça passe par la relation. Et je fais une petite dédicace à Fabio qui m'a donné ce concept-là, qui est amener quelqu'un dans une zone d'authenticité. En fait, c'est comment est-ce que tu connectes sincèrement avec la personne, et où, tu sais, pour l'image qu'on pourrait prendre, comment tu arrives à te mettre à cœur ouvert, quoi, entre guillemets. Donc pour ça, il faut que la personne elle sente que bah, tu vas pas la juger quoi qu'elle dise, Qu'elle est en confiance. que tu la comprennes. Le fait d'être capable de capter ce qu'elle dit, de le reformuler mieux que ce qu'elle a voulu exprimer, ça crée une relation de confiance qui est incroyable. Et en fait, du coup, ça passe beaucoup par la relation que tu arrives à créer, je crois. C'est très humain, en fait. Et c'est ce genre de choses qu'on t'apprend pas et qui sont pourtant des facteurs de performance du coaching mental. Et t'acceptes 100% des gens qui vont vers toi, ou il y a des gens où tu dis bah je pense pas que ça va matcher, excuse, j'ai pas envie de travailler avec toi. Ça m'est Ah déjà ouais. arrivé. Excuse-moi, Florent, mais c'est vrai, c'est vrai. quoi. C'est vrai que C'est vrai, ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah non, là je suis book. Mais, non, mais là je suis book pendant 5 ans. Je peux pas là, je peux vraiment pas. 2030. 2030. Appelle-moi le 29 février Pas 2031. fréquemment, pas fréquemment, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Parce que c'est aussi, mine de rien, moi je donne de mon temps de vie pour t'aider à toi dans la tienne à accomplir ce que tu veux. Et mon temps, c'est la chose la plus précieuse que j'ai, donc oui, je cherche à avoir aussi à me plaire dans ce que je fais en fait. Et puis tu vas entretenir une relation assez intime aussi avec la personne. Si ça ne matche pas, et tu te dis je vais partir pour je sais pas, 5 heures, 10 heures, et que ça marche pas du tout, d'une, toi tu vas peut-être dire aussi bah, je vais peut-être pas t'apporter tu vois, mon maximum et ça vaut pas, et si toi ça t'apporte rien, parce que toi finalement aussi, je suppose qu'à chaque fois que tu as des relations comme ça différentes, surtout avec des profils totalement différents, ça va t'enrichir, ça, tu vois, tu t'améliores aussi Là, je finalement m'enrichis de énormément. cette conversation. Hein. Surtout des questions de chichi. Hein. Moi je m'enrichis Ouais, incroyablement. mais après, il y a la questions. partie technique qui va me détester dans pas longtemps. Donc, Ok. il y a un sondage d'ailleurs sur mon Instagram pour savoir comment je vais trouver la partie technique Bah, ou pas. comme 95% du temps, oui. Ouais, Je suis on en reparle. incroyable. Cette saison, t'es efficace. Je suis très très efficace. Peut-être tendu des pièges aujourd'hui. Oui. Commence, Induce. Du coup, ta question. Non, Wow. alors, question. juste à y commencer. Tu sais quoi, réponds n'importe quoi, de toute façon, au Je réponds montage, un on truc. fera un truc. Je Non, veux dire, dans tous les cas, on était sur le fait que tu refuses des Je fois refuse. des profils, mais tu vois comment ça se passe quand tu refuses quelqu'un finalement. C'est pas facile de dire à quelqu'un, écoute frérot, je te prends pas, tu vois.
Moi, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Je pense que je peux pas t'aider ou que... Désolé, c'est un mauvais numéro. Désolé. Keep the money, bro. Désolé, l'email n'est pas attribué. Je m'écoute parler, j'ai l'impression, c'est horrible de dire ça, mais non, en fait, c'est Non, mais ça t'arrive pas non plus. En fait, Non, ça m'arrive que quelques on fois, parle d'un phénomène qui très est. rare. Surtout, c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire que moi je suis très accessible. Enfin, je veux dire, sur mes réseaux, tu peux me contacter. Souvent, j'aime bien faire un petit appel avec les gens qui sont juste curieux et qui ont envie de se dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est, tu vois, genre, est-ce que ça peut matcher avec moi? Donc, moi, je suis très ouvert, très accessible. C'est vraiment des cas très particuliers. Qui, par exemple? Donne des noms. Bah, en fait, ça va aller vraiment avec le niveau d'engagement. C'est quand tu vois que le niveau d'engagement ou le niveau d'énergie ou la priorité qu'il va mettre dessus est très très faible, bah, tu sais que la personne, tu vas pas pouvoir lui fournir des résultats. Et pour moi, dans ma façon de bosser, pas fournir des résultats à quelqu'un, ça marche. Enfin, sur le long terme, c'est si EV moins, tu vois, genre que je préfère ne pas le faire, quoi. Ne serait-ce que la phrase d'accroche. Si le mec il t'envoie juste salut, c'est bien le coaching mental. Ou si le mec s'est vraiment présenté, tu sens qu'il est On investi. sent le déjà vécu de base. des mecs qui t'envoient ça, toi, Ah oui, pour le clairement. coach. Moi, ça m'arrive tous les jours d'avoir des. D'ailleurs, je prends personne, donc arrêtez de m'envoyer des messages. Bah, je préjuge pas sur ces messages-là, mais c'est vrai que la première impression compte. Que je veux dire, c'est sûr que quand tu reçois un message un peu plus carré, c'est plus appréciable, plus agréable, t'as plus envie de faire la démarche d'accorder du temps. Et après, encore une fois. Toi, à titre personnel, tu joues au poker? Pas beaucoup, mais. mais je chill de ouf. On en a pas parlé, Premier mais tournoi si. au PCA l'année dernière. Attends, ça. il y a une petite anecdote. Il y a un petit tournoi au PCA. On a chaté une belle enveloppe. Quand même. Alors, raconte-nous. Attends, c'était pas mal, le le Mystery poker. Bounty? Mystery Booty du PCA, mais mon tout premier tournoi live. C'était un combien? C'était un 550. Ok. 550 Mystery Bounty. Et ça s'est passé, c'était assez fou. Bah, je fais une dédicace du coup à Julien Pérouse parce que c'est grâce à lui que je l'ai joué. Et à Alexandre Réard aussi parce que ils m'ont stacké tous les deux. On a deux personnes exécrables. Hein. On les déteste, on Les déteste. mecs, toujours dans les bons C'est plans. incroyable. Le mec, tiens, je suis stacké sur un 550 balles, allez, pim, et il gagne. Mais tu sais que Réard m'a dit droit dans les yeux, écoute, t'es un bon investissement, t'es le seul joueur de poker qui m'a fait gagner de l'argent sur ce PCA. Donc ça m'a fait un petit truc là, tu vois, quand tu m'as dit ça. Mais ouais, l'anecdote, elle est un peu folle, quoi, puisque mettre un billet sur un coach mental, c'était plus pour m'offrir une expérience, quoi. Il m'a fait le cadeau d'une expérience pour que je m'amuse, quoi. Et moi, je l'ai vraiment pris comme ça, quoi. J'y suis allé avec, je suis déjà ultra chanceux, même d'avoir ma première main et de jouer là au PCA des Bahamas. Moi, j'étais sur comme des un fou, vibes, mais j'étais bien, quoi. En plus, j'avais straté parce que je jouais avec mon edge. Moi, techniquement, ils avaient fait venir Sylvain Lousli le matin, on avait fait un peu de boxe et il m'avait donné deux, trois concepts de base. C'est un bon coach. Un peu plus. Oui, très très bon le bonhomme. Et du coup, j'y étais allé avec suffisamment de notions pour aller pas faire n'importe quoi, mais surtout, j'avais joué avec mes armes. Je m'étais dit, ok, je vais mettre le badge step up. Tous les joueurs que je connais, je vais leur demander qui sont connus, je vais leur demander de venir me checker à la table. Comme ça, les gonzes, ils vont penser que je suis pro, tu vois. C'est bon ça. Oh la technique. Et au premier Open, ils se sont dit ouais non finalement. C'est comme James Bond dans Casino Royale où il Ouais, s'est c'est embrassé le coup. C'est clair. Avec la petite Et là, j'ai technique, fait le tapis, petit- j'ai poussé tous mes jetons, Ah ouais, et toutes les filles sont tombées. T'as créé une Ah, espèce man. de méta autour du truc, ok. Putain, quel Ouais, génie. ouais, mais ça s'est retourné au bout d'un moment. En fait, j'ai senti hein, quand le vent tournait parce que j'ai fait des petites actions où ils ont dû faire venir le floor et le floor parce qu'en gros j'ai Le floor. Ouais, Can I have the floor? Non, the floor, please. Non, because, de Thomas Jimmy, de Thomas Jimmy. non parce qu'on n'avait pas expliqué sur la cour, on n'avait pas expliqué qu'il fallait poser du coup les En jetons une fois, temps, d'un en seul une fois. coup. T'as fait un Ah petit ouais, string t'as fait bet. des string bets. Voilà, et en fait Et là, j'ai fait plus une fois. personne n'est venu te checker après. Ouais. Ils sont plus venus. Je le connais pas. C'est bon, j'avais pas l'info à ce moment. T'as fait un petit string bet. Mais je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, puis la nana elle me parlait en anglais, elle me disait qu'il fallait pas le faire, mais je comprenais pas trop ce qu'elle me disait parce que son anglais était mauvais. On va dire ça. Ça vous dérange pas en direct? C'est pas Non, moi qui tu m'a lui as dit. dit, j'espère que. Et en fait, du coup, au bout de 3-4 fois, je capte, parce qu'il y a un Français qui arrive à la table qui m'explique. Et du coup, je me retrouve à finalement le faire une dernière fois parce que j'ai juste pris l'habitude, j'oublie. Et là, la croupière qui me le dit une fois, mais elle presse son paquet de cartes, et là, toutes les cartes qui giclent sur la table, Putain. qui recouvrent mes cartes, qui recouvrent les cartes de mon adversaire. J'étais dans un coup, hein, du coup, avec Julien Sidbon d'ailleurs. J'étais dans un coup avec Julien Sidbon à ce moment-là. Et du coup, bon, on a réussi à finir le coup, à jouer, etc. Mais oui, j'ai fait des actions qui ont fait que mon image perçue a changé. Et donc, j'ai tout de suite resserré toutes les lines, joué hyper tight, etc. Parce que c'est à peu près les seules choses les choses avec lesquelles je pouvais le plus jouer, quoi. Mon image perçue. Et du coup, attends, t'as fait quoi? C'est quoi le résultat de ce tournoi?
Un résultat, c'est que je passe le day 1 avec 40 bébés. Du coup, je suis assez bien. Et je passe sur le day 2. Où il y a les enveloppes qui arrivent. Il y a les enveloppes qui arrivent. Je joue 2 heures et sur 2 heures, je buste un joueur, je prends mon enveloppe, puis moi je buste pas longtemps après. Et donc là, tu vas chercher ton... Non, tu vas chercher ton enveloppe ou... Pas tout de comment suite, je crois que Attends. je me suis baladé. Quoi? T'as fait item? Combien de sur ton Ouais, je fais item 129, je crois, quelque chose comme ça. On vivrait avec l'enveloppe. C'était quoi la plus grosse enveloppe possible? 25. 25, 000. ok. Et On est sur un 500 balles. Hein. ouais, ça s'en va. Ouais. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que c'est le côté expérience humaine. Quoi. Il y a vraiment, les gens étaient un peu fans de l'histoire. Du coup, il y a beaucoup de Français, d'ailleurs, à qui je fais une dédicace là aussi. Encore une fois, ils se reconnaîtront, mais qui étaient en mode ah si, viens, on va chercher l'enveloppe. Donc il y avait plein de Français qui m'ont accompagné tirer mon enveloppe. Et du coup, j'y vais, je tire mon enveloppe et j'ai de la chance. Quoi. Je chope le 15 000. 15 000, voilà. Hystérie. Deuxième plus gros, du coup, c'est ça? Deuxième plus gros. c'est Avec ça. ça, il était deg. C'est tout. Putain, il y avait un 25 000, il prend 15 000. Garde-les. Il a mal coaché le tirage d'enveloppe. Là. Et ouais, tu en parlais de Julien Sidbon qui vient de rejoindre le Team Wina. Absolument. Excellente recrue, trop content. C'est Genre, génial d'avoir un recrue team. incroyable. Ouais, incroyable. Bon, on a une team là, elle est bien stylée. En fait, Et il était- bientôt, en fait, il y aura tous les joueurs français qui seront dans le Team Wina. Et en fait, non mais c'est assez ouf. Vous êtes 2000 là. Vous êtes combien 20 Non, on n'a pas bougé, on est 12, 13. Il y a eu Mais des non, vous départs êtes pas aussi. 12. Bon, on êtes pas est 12. peut-être maximum 13, minimum 11, je dirais. Ouais, bah il y a eu des départs aussi dans la team. Ça, c'est les contrats, c'est à la fin de l'année. On va avoir les nouvelles. Bah non, dans là, un ils viennent mois. de signer. Ils viennent de re-signer. Normalement, c'est en général. Chacun signe à des moments différents dans l'année. Ouais, ça dépend un peu. D'accord. Ça Ah ouais, dépend un peu. 4. Mais ouais, trop Maintenant, cool. regarde, vous êtes 19 14. 14. Ok. 14. Et ouais, Julien Sidbon, if you're good. Numéro 1 français. Parce vainqueur qu'après, de il y a Chopé, deux- Tu captes ou pas If you're good? Bah bien sûr. Hein. Tu l'avais mis. Anglais, Il l'avait pas mis. mal, il y Anglais avait un- Anglais J'ai vu au LV1. début son pseudo, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il raconte If you're good et tout, ça veut rien dire. Après j'étais si Et t'es là, bon, waouh. si t'es bon, Sidbon. Et là, il y a quelqu'un qui avait un maillot. Ouais, t'as vu? Moi, je l'aurais juste appelé Seed Good. Mais Non, bon. si t'es bon, non, if you're good, c'est très très bon. Ouais, donc Julien, bah, toi, tu côtoies Ouais, depuis moi, des c'est un années. bon pote depuis des années. Ça fait des années qu'il me faisait tu vas pas demander à tes boss il y a pas une place chez Wina? Eh ben ça y est, il y a sa place largement méritée pour le number one French player au GPI. Ouais, et là et- il performe de fou depuis 2-3 ans, là il s'arrête pas, c'est un super profil à avoir dans l'équipe, on est hyper content. Qui a fait ses tritons juste derrière, les premiers Exact. tritons Il a juste fait derrière. DTF, premier triton je crois, un truc Ouais. comme ça, 10e. Bouffe. Non, je rigole. C'est pas pourquoi j'ai dit ça. Le mec est trop sympa. Non. Justement, C'est bienvenue dans le team. Mais en plus, je crois que pour s'il n'y a pas de secret là-dessus, mais je crois que il faisait partie de la shortlist de l'ancien Pike. Enfin, en gros, quand Mehdi. Il m'a dit, ouais. Ouais, quand Ouais, Mehdi moi, je est me rappelle arrivé. quand Mehdi est signé, en gros, il je devait pas sais être que loin déjà. il était déjà un peu dans une shortlist et c'est marrant parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une nouvelle recrue Ouais, moi à non ce plus, moment-là, franchement, tu vois. trop cool. Ouais, Tu ouais, l'apprends dernière quoi recrue. Tu l'apprends quand, toi Moi, je l'apprends. C'est ouf. Mehdi, je l'ai appris genre la veille ou le jour même. J'étais en mode quoi et tout. On me l'a jamais dit. Ok. Et Julien, je l'apprends, je sais pas, une semaine avant, un truc Ouais. comme ça. J'étais pas au courant. Ouais. Non mais c'est en C'est fait là trop cool. c'est vraiment ça, je trouve ça fit super bien et c'est génial. et puis il est présent sur tous les Ouais, il est événements, tout ça, donc Puis c'est encore quelqu'un de c'est super une logique. ouvert, avec qui t'as aucun problème à discuter sur toutes les facettes de la vie. Et c'est trop cool d'avoir des Et gens en comme plus ça, qu'est-ce quoi. qu'il est beau, faut le dire. Ouais, Et c'est- qu'est-ce qu'il- C'est pour ça que comment je l'aime pas. Hein. C'est parce qu'il. Non, c'est pas en plus il est trop sympa. Le mec a tout pour lui en fait. Je veux dire à un moment. Ah puis c'est le vrai. Enfin tu vois quand t'es un peu dans le milieu, si tu penses à un joueur un peu live, tu vois français, forcément il va être dans ton top 3 quoi, Ouais. parce que c'est vraiment un monument du live français. Ouais, ces dernières années, il a vraiment fait. Clairement. Il a gagné un bracelet quoi. c'est ouf. Il a Ouais. gagné il a gagné un bracelet cet été. Online, ouais. Ouais, on C'est l'a vrai, bracelet online. Ouais, c'est vrai. Donc C'était son c'est objectif d'ailleurs, C'est- avant les 40 ans, je crois, c'est ça? Ah, juste avant ses 40 ans, du coup. Il voulait, Magnifique. je crois que c'était quelques jours après, mais il voulait Ah bon. l'avoir avant ses 40 ans. Vous voulez une Rolex avant ou après? c'est fini ça. Ouais d'ailleurs et toi ton bracelet il est où là? Il est Il est. au coffre. Il est. Il est dans un coffre ou Non. Non, il est chez moi, enfin chez ma famille. Je dirais pas où. À Bordeaux. À Bordeaux. D'accord. Tu le mates souvent au réveil tous les jours? Moi je le mate. Non, tous les jours. je sais pas où j'habite exactement, mais je le vois. Ouais, toutes les quelques semaines. Là. Je vais lui rendre visite. je vais rendre Un visite. petit- Je C'est promène. vrai, tu vas bien toi? T'as Il va bien. pas trop froid, une petite écharpe Il pour bouge cet pas hiver? trop, il est content. Tu nous mets une petite partie technique, Shai Shai? Histoire Bien qu'on- sûr, on a fait une petite partie technique.
Et d'ailleurs, je remercie quelqu'un chaudement, voilà, qui travaille Sur notre replayer. sur un replayer, voilà. Cyril que j'embrasse. Bisous Cyril, Qui- il va qui- bientôt. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là encore. Ça, c'est pour l'escan, c'est le old school. Mais voilà, qui bosse sur un replayer spécial pour la radio, donc qui devrait être prêt d'ici 2 semaines. C'est du MTT. Alors, il y a du cash game et du MTT. La première, c'est du cash game. Ah, tu restes là. Hein. Non, mais j'irai plus ça. Voilà. Allez. Et, Alors, on est en cash game. Ouais. On est sur une 25-50. Allez, on est D'accord. riche. La main est toute fraîche, hein, elle date de cette semaine. On va être en big blind avec Valet 7 suité. On va faire face à un open d'un joueur régulier au bouton. Il fait 125. La small blind fold. On a Valet 7 suité en big blind. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on 3 bet? Est-ce qu'on paye? Johan, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu payes ici? Est-ce que tu 3 bet? Ah, mais là, vous me posez des questions sur la dimension technique. Ah oui, Très là bien. c'est la Il partie faut jouer technique, là. technique. Ah, c'est Ouais. là où il dit que je vais plus l'aimer, c'est Voilà, ça? c'est ça. On sera peut-être plus copains. Écoute, Qu'est-ce moi, que- si je parle de ma perspective, Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu payes ou est-ce que tu 3 bet ou est-ce que tu fold? moi, de ma perspective, là, je fold en vrai. Hein. Parce que moi, je serais incapable de piloter des mains comme ça, du coup, post-flop. Donc en vrai, non, tu me regardes avec des gros yeux, Non, etc. je regarde sans regarde gros pas, yeux, t'as le droit de dire, non, mais ça. T'as le droit de C'est dire, suité. t'as le droit de dire, je me sens pas à l'aise, je fold, hein, ça me dérange Ah pas. ouais, hein. non mais clair, Il y aura clairement, une moi, je main me remets derrière, dans la mais- perspective du live. En fait, ouais. On est online là, on est sur une table online. Non, déjà, toi, tu fold, mais en mettant des jetons, histoire de bien faire chier la croupière. Tu fais un truc. Voilà, l'idée c'est En de... reprenant sa blinde, Je tu sais, fold, en fold, il reprend sa blinde. Je paye en disant je fold, je monte mes cartes. Partir pour un fold. Romain, qu'est-ce que tu fais ici? Tu colles, tu 3 bêtes. Ouais, c'est intéressant. Tac, 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 tac. J'aime bien les deux en vrai. Je suis pas sûr de la réponse théorique. Surtout en cash game, ça va être différent de tournoi. En tournoi, ça va être pas mal en dépendant du joueur et tout. Mais j'aime bien l'idée de 3 bêtes cette main. Je pense qu'on peut faire folder des valets meilleurs, des 7 meilleurs. Et ça se joue bien après avoir 3 bêtes. Après, je pense qu'en théorie, peut-être ça se 3 bête plus contre des positions early et contre le bouton plus une défense. Mais je suis pas à 100% sûr. Mais les deux, ils me paraissent corrects. Ok, on randomise un peu, comment donc flat, on 3 bêtes. Ouais, je pense que je suis d'accord avec Romain. Je vais payer, je vais plus payer, mais je pense que c'est vraiment mixé. Et j'aime bien en fait, c'est qu'en 3 bêtes en 7 mains, tu fais fold. Je pense pas que tu fais fold tant de meilleurs valets quand même. Bah, quand même, je sais pas, il open valet 9 off, il open valet. Ouais, Valet mais 10 en off. fait, il open valet 9 off, valet 10 off, mais Dame tu vois, valet off. c'est plus, tu vois, quand tu 3 bêtes roi 2 suité, tu vas faire fold tous ces roi 3, roi 4, roi 5, roi 6, roi 7, même suité qui Là, va, tu tu fais vas fold plus appel. de mains, peut-être. Là, Ouais, c'est il vrai. y a un peu moins, mais tu vas faire fold justement aussi Pas des 7, roi 7. même roi 2, roi 3, roi 4, des as 4 off, tu vois, des trucs comme ça. Donc, ça en fait, c'est surtout que elle a une jouabilité post-flop Ouais. intéressante. Donc, Ça, c'est pour bah, ça pas mal de que. trucs. C'est pour ça que je pense bon. qu'elle est mixée. Je veux plutôt la flat, mais je pense Toi, vraiment comment les je deux. connais plus joueur cash game? Non, c'est Ok. chichi lui. Non, moi je. C'est vrai, en plus, Non, je me moi, sais moi je flatte, je flatte plutôt cette main-là, je 3 betterai d'autres trucs. Très bien. Mais bon, j'ai pas de problème. On va le 3 bet. On va 3 bet et le bouton va call. Donc on fait 600 sur les 125. Le bouton colle, le flop arrive, on fait 2 paires. As, As, 7. Rainbow, il n'y a pas de trèfle. Qui c'est bête? Qui check? Le pot fait 1200, on a 4400 derrière. Johan, imaginons que tu t'es chauffé, t'as pas fold, t'as 3 bêtes, tu t'es trompé, t'as misclick. Imaginons. Est-ce que tu sais bet ici ou est-ce que tu check? Je check ici. On part pour check, ok. Romain, tu sais bet, tu check. Ouais, je pense que je sais bet. Je sais bet un 6ème du pot, un 5ème du pot, quelque chose comme ça. Très small size du coup pour Small size. ces bêtes. Je pense qu'on sait bet à peu près toute notre range après avoir 3 bêtes sur As 7, mais je suis même pas sûr encore une fois. Ok. Mais là, ouais, j'aurais sais bet, ouais, 20%. Comment tu Ouais, sais bet, je tu check. suis assez d'accord. Hein. Je pense qu'on s'est bête à très haute fréquence. Après, moi, je vais avoir un. Personnellement, je vais avoir une. Je pense que je le check plus cette main, mais encore dans un environnement incognito, tout ça. Hein. Et voilà, mais je pense que oui, le standard c'est de bet petit range ici. J'ai rien contre check de temps en temps aussi. Ok. Ouais, je suis assez d'accord. Si je sais bet, je ferai carpote quoi. Pas besoin de faire plus. On va carpote. On va faire un petit 343. Voilà, sizing internet. Bon, on s'attend à ce que ça fold jamais. Et par contre, on s'attend à ce que ça fold jamais. La turn, 8 de pique, qui apporte un backdoor flush draw. As, As, 7, 8. Le pot fait 1900 balles. Il nous en reste 4000 derrière. Est-ce que maintenant, on seconde barrel? Est-ce qu'on part pour check? C'est quoi un petit peu notre plan?
Johan, imaginons tes continuation bet petit. Est-ce que turn, tu continues ou est-ce que tu check? Alors moi j'ai adopté la stratégie là que je vais mettre en confiance un peu tous les gens qui auront eu toutes les mauvaises réponses depuis le début. Du coup je me dis comme ça, tu vois, genre ils seront plus à l'aise. Du coup tu m'as dit Est-ce que tu continues de miser ou est-ce que tu check maintenant? Imaginons que tu misé le flop. Est-ce que tu check la turn et ou est-ce que tu continues de miser? Je check. Pas pour checker. Tu pars pour check call, check fold, c'est quoi un peu? T'as un petit projet ou? Bah là, comme je te dis, sur des mains comme ça, je serais pas assez à l'aise pour les piloter. Du coup, moi, je partirais pour check fold parce que je préfère jouer quand tu as un niveau technique qui est relativement faible. Tu cherches à jouer moins de mains. T'as pas envie de te retrouver dans des situations. Tu veux pas des situations compliquées. ouais, mais des fois, ça peut être. Bien sûr. Ça peut être une très bonne stratégie. Très clairement. Romain, tu pars pour check Ouais. de barrel. Bah déjà je suis pas d'accord avec Comanche sur le fait qu'on s'attend à rien faire fold au flop. Je pense qu'on s'attend à faire folder pas mal au flop. Ouais, il y a certaines backdoors, mais il peut folder pas mal. Non, pas rien, mais je veux dire, en fait, Pas grand-chose, quand même. sa fréquence de fold, elle est Ouais, petite. contre un Quoi. carreau. On s'attend Moi, je à ce qu'il m'attends à colle faire 70%, 80% de sa range ici, tu vois. Ok. En tout cas, surtout- après, là je check. Et ouais. surtout Surboard, le fait. Rainbow. Non, mais c'est surtout le fait qu'on ait valet 7 de trèfle, en fait. Parce que globalement, ce que tu vas faire tout de suite fold, c'est roi valet de trèfle, tu vois. C'est bien joué. Des trucs Très comme belle ça. remarque. Tu fais fold. Ouais, Ton valet de tu trèfle, il est pas beau. Il est pas beau. tu Et bloques des auto-fold et en plus, c'est un board rainbow donc il y a 3 fois plus de backdoor. Ouais, bien donc sûr. tu fais pas fold grand chose. C'est pas faux. J'aime bien. En tout cas, là je check. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à continuer à miser d'autres mains. Donc je check quoi. On part pour checker. Comment? pareil. On part pour checker. On va checker. On va faire face à un bet. Il fait un peu moins de mi-pot. 850 dans 1900. Est-ce qu'on check call? Est-ce qu'on check raise? Est-ce qu'on check fold? Il y a une petite option pampiche au milieu. Hein. Check tapis. Est-ce qu'on check jam? S'il a pas d'as, il fait quoi? Il fait ça quoi, lève le lui, mal là de tête. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Imaginons, on est checké. Donc, Itaka, Johan, t'étais plus pour check fold, du coup? Pour check fold. Romain, est-ce que tu check fold, check call? Qu'est-ce que tu fais Bah, ici? je pense qu'on peut check call celle-là one time. On a parfois rien quoi quand on va checker la turn. Je pense qu'on continue à miser pas mal. Là, on se dit qu'il va quand même miser la plupart de ses flottes quoi. Du coup, maintenant, on a 850 à mettre pour gagner 3005 quoi. Donc, on part du principe qu'il va pas continuer à bluffer trop souvent. Et puis, je pense qu'on a un candidat à folder river assez sereinement quoi quand on se prend le deuxième barrel all-in. Mais je suppose si vous avez mis la main, c'est que c'est plus On va se le intéressant prendre. que ça. T'inquiète pas, C'est plus on va se le intéressant que prendre. C'est la partie technique, hein. Si river c'est check, ça va être chiant. On va se mentir. Ouais, donc moi je partirais pour payer. Voyons voir On quoi. part pour payer et on voit ce qui se passe. Comment? Allez, payé. Payer. On va payer. On voit la river. La river, c'est le roi de pique. As, As, 7, 8, roi de pique qui fait rentrer un backdoor flush draw à pique. Nous, on a valet 7 de trèfle. Je rappelle sur As, As, 7, 8, roi. Le pot fait 3006. On a 3002 derrière. Bon, Allez, on check, il fait tapis. exactement. On check. Il fait tapis. Vous savez, vous connaissez. Maintenant, à vous- Johan, à vous maintenant de que me depuis dire- tout à l'heure, tu fais que de payer. Donc, Alors. Johan, deux questions. La première, c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu calls ou est-ce que tu fold? Et ensuite, c'est de me donner une main que tu penses que ton adversaire peut avoir. Donc déjà, est-ce que tu payes ou est-ce que tu fold ici? Je reste sur ma ligne. On part je pour fold. folder. Ok, on part pour fold. Donc tu penses que du coup, il a une meilleure main. Qu'est-ce que tu lui mettrais comme main au bouton? Là, comme ça. Une main. Franchement, tu peux balancer au pif. Peut-être tu tomberas sur la bonne. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est pas obligé de réfléchir en combo. On a As-Roi pour Steven, par exemple. Carrenas. Carrenas. Non, en vrai, je ne saurais pas te dire. On va réfléchir. On va parler, demander aux autres. Romain, Ouais, c'est un coup hyper compliqué. Hein. est-ce que tu es recall? Est-ce que tu C'est fold? un coup hyper compliqué. Je pense que c'est assez facile de lui mettre quoi. C'est 4 combos de 9 et 10 suités. C'est 3 combos de valet 10 suités peut-être. À 2 du coup. Mais bon, s'il y c'est en a quand un qui même rentre. assez facile de lui trouver des values.
c'est difficile à calculer exactement, d'avoir raison 30% du temps. Et donc, du coup, il faut qu'on trouve suffisamment de bluff. On se demande ce qu'il fait peut-être avec ses petites pocket pairs. Je pense qu'ici, ça. j'allais dire justement, je pense que 5-5-6-6, ça prend tout le temps, ça prend quand même Ça 7 prend cette lines. line souvent. très, et très c'est grosse folding de fréquence. dames. Les petites pokers, c'est les bons candidats, ouais, les petites poker Donc pairs. on a des pockets, ça fait à chaque fois. Et on a des. C'est dur ce coup. Hein. On a Dame Valet de Ouais, cœur. je sais pas, Je pense qu'est-ce qu'il fait avec Dame Valet de cœur, Dame 10 de cœur, Dame Valet de carreau, Dame 10 de carreau. Est-ce qu'il a des mains aussi basses que des 5 et 6 par exemple avec backdoor? Ouais, 5 et 6, Peut-être, je pense qu'il les a. Peut-être. Il a peut-être pas 5 et 6 de trèfle, tu vois, mais 5 et 6. Non, de trèfle, non, mais 5 les et 6 trois autres. backdoor. Mais il y a aussi pas mal de mains de value. Hein. Bah, déjà, si tu mets tous les As. as Valet off, Ouais. même. On a fait Tous les combien de as trèfle là? suités. On a fait. Il fait 125, on fait 600. Bah, il a tous les as On fait suités. 12. On fait 12 quand même. 12 Ok, bébés. donc je pense pas qu'il est tout le temps as. Il a pas As 2, As 3 Ah, peut-être. Ah, mais non, mais il je veux va- dire des As 10 ouais. off, je pense qu'il a pas. Et As Valet off, il doit pas en avoir. Pas Si, les avoir. quand même, non? Pas Il faut tous. l'as value off, Ah, As Valet off, Ah, il va les 112. avoir. Ah, Ah, il va les Ouais, il va avoir, en là, 4 je bet pense. une quand partie même. quand même. 4 bêtes? Une petite partie. Ouais, une partie Ah ouais. du 4 bet, je pense. Intéressant. Mais sinon, il les a et il a les As 6 suités. Une grosse partie. Mais tu vois, s'il a fait As Valet off, tous les As Dame off, les En As vrai, Dame ça se suités. calcule hein, si on veut pas laisser du temps, mais c'est chaud. Serait avoir un petit peu comme ça, feeling, on va dire, sans trop de calcul. Tu partirais pour un call ou un fold? Bah, moi, feeling, vous avez mis cette main-là, à mon avis, l'aérocall, c'est good, tu vois. Alors, Et on va voir 9 ça et 10 de c'est, cœur ça en c'est, face. ne te détrompe pas, Chichi. Souvent, il est dans le métro Ouais. et il va sur 2+2, il a pas le temps. Alors, Donc, il prend la- faux, je l'ai fait à 1h du matin. Cette nuit, j'étais chez moi. Mais Ah bah alors là, je peux te dire que ça c'est. Alors si c'est ça, 100% c'est une qui est prise au pif et y a pas aéro call. C'est ah ouais putain c'est intéressant, il avait à se valer. Ouais c'est bon. Ouais, c'est ça. Il devait aller se coucher. Allez. alors, comment je Vas-y, lance-toi. Moi je check fold ici. Part pour Ouais, check moi fold, aussi, je pense. check fold, check fold. On Ok, est tout quand le même monde, bien tout le monde bas check dans fold. notre range aussi. Allez, lancez-vous. Il me faut une main chez 9 et 10 chez de Vilain. cœur. 9 et 10 de cœur pour Romain. Johan, une main, balance. Paire de 9. Paire de 9, ok. Putain, ce paire de 9, putain, vraiment, il nous pisse dessus quoi. Ouais, putain c'est clair. Putain le mec. qu'est-ce qu'il y a Putain mais c'est clair. Terre de 9. Et là on héros call et on bravo. perd. Je crois que là comment tu sais, là on se lève, on dit messieurs, Bravo, messieurs, bravo, bonne monsieur, partie. excusez-moi, Messieurs, bonne je me suis partie. trompé de table. Au revoir. Et bravo à vous. Moi je vais dire un petit dame valet de pique ou valet 10 de pique. Ouais. De toute façon je cherche nuts quoi, mais valet 10 de pique j'aime bien. On a valet 10 de pique. Alors, on a payé. On a perdu. Bouffe. Exactement. Personne n'a trouvé la main. Personne ne s'en est rapproché. Paire de 8. Il est full Il de avait 8. paire de 8. Full de 8. Exactement. C'était quoi, je voulais le dire. Exactement. Putain. Paire de 8, il a bien kiffé la turn. Et puis, voilà, il nous a bien tout pris. Tranquille. on n'était pas si loin. hein. Ça nous a coûté 5K. Oh, on a dit qu'il avait une main forte. Il a dit que- Putain, il s'est chauffé quand même. C'est qui le mec, tu sais? bah, c'était son pseudo, hein, donc je le connais pas. Mais lui, après 25-50, d'habitude je vais chercher plus haut. Là, j'avoue, je vais pas 25-50. Parce que je vois pas trop des moins bonnes mains qu'il a dans sa règle. Peut-être que le 7 est bon à bloquer parce que l'autre il a moins paire de 7. Je sais pas, genre il est très fort le gars. Et... Après, tu sais, en fait, finalement, t'as juste souvent aussi t'as des reads sur les mecs. En fait, tu sais que, tu vois, là, comme on disait, en fait, il suffit qu'il a tous ses floats parce qu'on a bet super small, Ouais. il a une tonne. Et Ouais. s'il les bluffe trop, Si, c'est bah, ça. en fait, ça devient un Si. call. S'il les bluffe Sans- pas assez, ça devient un. C'est ça. S'il Ouais. pense qu'il flop, enfin que tous ces floats vont bluff, bah tu check call quoi. Ok, ouais, ça Donc fait après sens. ça c'est, en fait c'est typiquement des mains où ça peut être très bon contre un mec ou Ouais, ultra exact. nul. Ouais, ouais. C'est là c'est difficile de Là, on est dire sur un ça. triton. Là on est exactement sur un triton. Donc on est en TF. Ok. J'ai réduit un petit peu les stacks, mais en gros on est sur 30 000, 60 000. Donc c'est des stacks en millions, hein, ok, mais on est sur 30-60 là, sur la HH, puisque je ne peux pas rentrer les stacks en millions. On va être dans la peau de Federals, on est à 7 left du 200 000 Invitational. Putain, déjà il fait une mauvaise défense, je pense. Donc, on va en parler d'abord. Dan Smith open au cutoff, ok, on est sur 30-60, il fait 135, et nous on a 9 et 4 suités en big blind, on a 2 millions 4, un petit peu moins. Ici, est-ce qu'on défend 9 et 4 suités ou est-ce qu'on fold? Moi je fold, c'est sûr. Ok, fold de... alors t'as dit... Non, je reviendrai après sur toi, Romain. Johan, tu fold ici, tu colles. Ah ouais, pareil. Par pour fold, ok, comment Je fold. J'en ai Pas aucune pour putain fold, ok. d'idée. Pourquoi, Romain, Mais tu alors- dis genre... En TF? ouais, genre vraiment fold. Enfin, c'était Ouais. évident pour toi, tu vois.
Ouais, genre, t'as des considérations ICM en gros. Nous, à ce moment-là, on est 4e ou 5e sur 7, avec deux joueurs qui ont 20-25 blindes, et on va se mettre dans une situation où on va inviter énormément de pression post-flop. On n'a pas non plus une profondeur exceptionnelle, et on n'a pas une main qui se débrouille trop bien sur les streets. On va se faire priver de beaucoup d'équité. Après, je comprends que genre Fedor doit connaître Dan Smith sur le bout des doigts. Il a dû le jouer depuis un moment, il doit penser qu'il a un edge énorme, à mon avis. Et c'est pour ça qu'il fait ce genre de défense. Après, est-ce que là, c'est pas. C'est toujours un peu la difficulté, c'est même si tu penses que t'as un edge énorme, bon, bah finalement, t'as une main de merde et tu vas subir la pression. Enfin, même avec un edge énorme, c'est compliqué, tu vois. Moi, c'est même pas close ce spot. Moi, je suis pour le fold aussi. Ah, bah ouais, c'est même pas close en TF. Après, voilà, Fedor, il fait ce qu'il veut. C'est Fedor. Bah ouais, il fait ce qu'il veut. De toute façon, Fedor, on sait ce qu'il va faire. À faire couleur, c'est Fedor. On va défendre. On va partir pour une défense. Comment j'ai dit, oui, moi je en a foutre tapis. Il est parti pisser. Flop Dame 7-3 avec 2 carreaux. On va checker. Personne donc bet. On check. Et on a l'ami Dan Smith qui va faire son continuation bet. Il fait petit. Ok, il fait. Là, ça fait un tiers, mais en vrai, c'est un poil moins parce qu'il y a la big blind hantée qui est pas dedans. Ok, donc on rajoute encore 60. Donc il fait 115 dans 360. Est-ce qu'on a un check call tout le temps? Est-ce que quelqu'un cale un check raise avec son flush draw? Johan, ici, imaginons, t'es défendu, t'as trouvé tirage couleur. Est-ce que tu check raise ou est-ce que tu check call? Je check call. On part pour check call, ok. Romain? Ouais, sous ICM, est-ce qu'on a beaucoup de check raise? Je pense pas qu'on ait beaucoup de check raise. Ouais. Je pense pas qu'on ait beaucoup de check raise, mais si on en a, celle-là me dérange pas trop. Mais je pense que non, on va payer tout simplement. Pas pour payer. Comment je tapis? Payer. On va payer. On va pas check raise. On paye. La turn va être intéressante. Parce que la turn est 9 de pique. Donc il y a 2 tirages couleurs sur le flop. Enfin, sur le board. Dame 7, 3, 9 avec carreau et pique. Nous, on a 9-4 de carreau. Donc turn, on fait middle pair. Tout le long maintenant, je pense. Et tirage couleur. Le pot fait 600. On a 2100 derrière. On va checker. Et là, Dan Smith va faire monter les enchères. Il fait 400. Donc, moi, j'ai envie d'être Dan Smith dans ce tournoi déjà. Là, il fait un gros tournoi. Enfin, il va gagner le tournoi. C'est pour ça que Nico dit ça. Est-ce qu'on check call tout le temps? Ou est-ce que ici on a un petit check raise all-in qui peut se faire? Johan, imaginons t'es payé flop avec ton tirage couleur. T'as fait pair plus flush draw turn. Tu check raise ou tu call? Je colle ici. On continue de payer. Ok. Romain? Ouais, pareil, c'est une situation où on va avoir énormément de bluffs chez Dan Smith. On peut vraiment en compter une tonne. Et en fait, on va folder la plupart de nos flush draws à carreau à la turn, quoi. Donc le fait d'avoir une paire, c'est très cool. Et ça sert à rien de transformer ça en bluff parce que voilà, on se fait copier par mieux et on enlève tous ces bluffs. Et t'es pas content de deny une tonne à certains bluffs? Tu deny pas forcément une tonne, non. Tu peux deny un peu, mais genre ça coûte trop cher quand tu te trompes. Ici, même en payant la turn et en foldant par exemple la river, on pourrait rester sur les mêmes stacks, mais je pense qu'il y a plus de V à payer assez clairement, quoi. Partirait pour call, Nico? D'instinct? Payer? D'instinct, je suis assez. Enfin, ouais, pareil, je vois pas ce que ça accomplit de shove ici. On part pour call. On va check call. On va voir la river. Valet de trèfle. Dame 7, 3, 9. Valet de trèfle. Donc il n'y a aucun des deux flush draws qui est rentré. Nous, maintenant, on a troisième paire. Le pot fait 1400. On en a 1007 derrière. Vous savez ce qui va se passer. On va checker. L'ami Dan Smith va faire tapis. Moi, je vais parler en premier. Je check fold. Check fold pour Comanche. Romain. C'est relou là. Johan. Check fold. Check fold pour Johan, ok. Romain, est-ce que tu es recall ici ou est-ce que tu fold? En gros, genre, il value bet plus roi-dame, je pense. Il value bet plus as-dame. As-dame, c'est chaud. Peut-être qu'il value bet as-dame encore, mais je suis pas sûr. Maintenant, il value bet genre breland 7, breland 3, dame valet, dame 9, roi 10, 10 et 8. C'est à peu près tout. Et c'est à peu près tout, je pense. Et il bluffe, je pense qu'il open 5 et 6 suités. Peut-être que Dan Smith il open 4 et 5 suités. Il va peut-être bluff des random As-8, As-10. Il peut bluff pas mal de trucs en vrai. Oh là là, c'est compliqué encore ce coup. Considération TF, ICM et tout, c'est vraiment un coup hyper compliqué. Moi je pense qu'une game je fold.
et qu'à froid comme ça, tu peux peut-être trouver des raisons de call. Je pense que moi, niveau émotionnel et tout, à ce moment-là, dans un tournoi comme ça et tout, je trouve pas le call à set left. Et en plus, c'est un tournoi avec time bank et tout, donc t'es en mode, il faut économiser son temps et tout. Je pense que je prends la décision facile qui est de folder, mais c'est vraiment hyper intéressant. C'est trop dur encore comme spot. In-game, je fold, je suis quasi sûr. Là, à froid, je peux peut-être trouver des raisons de payer. En fait, on a trop de mains, genre 3x de carreau, 9x de carreau, 7x de pique, une dame faible. On a peu de mains qui vont payer, quoi. C'est trop compliqué. Mais je fold in-game, je pense. On a un fold, 2 fold, 3 fold, messieurs. Donnez-moi une main pour Dan Smith. Romain, quelle main tu lui donnes? Moi, je le mets bien sur un roi 10 ou un 10 et 8. Allez, roi 10 qui fait quinte à la river. Roi 10 pour Romain. Johan. Ouais. Roi. Ouais, non, en vrai, roi valet. Roi valet. Ah ouais, toi t'aimes bien. Toi t'as envie de faire pipi sur les gens. Hein. Putain, toi mais- t'aimes bien. hein. Mais moi, Allez. je pense qu'il a paire de 10, moi. Paire de 10, il nous chie dessus. As 9. On a roi 10, roi. Il a 9 et 5. Je pense qu'il a 9 et 5, moi. Comment je Attends, c'est chiant, il a pris roi 10. Alors, Ouais. je vais dire brelan de dame. Roi 10, roi valet. Brelan de dame. En tout cas, on a foldé assez rapidement chez Fedor. Et on s'est fait bluffer. Wow. 5 et 6, 4 et 5. Roi 2 de trèfle. Roi de trèfle. Ah, ouais, donc là, c'est qu'on bluffe tout. Beaucoup de mains. Globalement, on bluffe tout. Bah ouais, c'est ça qui est hyper dur avec ce board, c'est que genre ça donne trop envie de bluffer, quoi. Et je vois pas trop quelle main il va continuer à. Qui va s'arrêter river. Genre la river, elle est vraiment Ouais, c'est clair. très très belle pour lui. Ouais, la river est parfaite pour lui. hein. Et donc je vois pas trop. En fait, je me dis, c'est bet 100% déjà. Et il peut deux barrel vraiment beaucoup. Et quand les deux flush draw blancs, et en plus ça fait rentrer les trucs, il doit bluff 100%. Mais c'est trop Et nous, trop on dur. a, c'est quoi, trop on dur a in quoi game. comme main qui, à part dame valet, Qui paye? qui paye river? Bah je pense qu'on raise jamais. On a valet On 9 de raise carreau. jamais la turn. En Non. value, même s'il y a Non. 2 flush draw, tout ça? Non. Donc 7, C'est 7, trop 3, beau on cette a turn, 7, il va 7, 3, 3 tout toujours le la temps. bluffer. Ouais. Je pense qu'on a. Ok. Je pense On a que 7, bah, 7, lui, 3, vu qu'il a 3, 9 et valet 4 9 suités, il a dame 7, il a même dame 3. Moi je les ai pas, tu vois. On a plein de deux 7 paires. et ouais. 3 suités, il a peut-être. Et là, on va quand même peut-être shove des turns avec genre dame 3, t'as quand même peut-être un peu envie de shove parce que c'est les mains qui ont le Peut-être plus dame besoin 3, de 7 de 3, 9 protection, un 3, peu et comme trucs ça. comme ça, ouais, je pense. Les deux Il y a paires tellement, enfin, mauvaises. je sais, t'as tellement au milieu par rapport à. Après, Mais- on Il se retrouve vraiment souvent là avec une Avec dame ce qu'il a, ou, quoi, genre ou une paire de one flush pair draw, and- ouais, ouais, on a des dames balais qui call river. bien sûr, ouais. Mais dame 9 par exemple, je pense pas qu'il chauffe la turn. Bah, Mais, dame 9, t'as moins peur avec top 2 quoi. Ah, T'as le pas truc, trop c'est peur qu'il y ait une que. doublette. Ouais, mais finalement, dame 9, genre là, river, t'as un bluff catcher, on est d'accord avec dame 9, donc finalement, valet 10, roi as, c'est des. Valet 10, roi as, carreau, c'est. Putain, dame 9, bah, tu dois call, mais en fait, finalement, tu colles pour ta survie. Enfin, si t'as tort, tu bustes et t'es sur des run-out. Ouais, mais tu passes aussi chip leader quand le mec bluff. Et quand Ouais, mais tu c'est gagnes, moi, c'est la question, j'y connais un MTT, mais en fait, quand tu check shove turn, dame 9, où tu lui fais fold beaucoup d'équité s'il a des bluffs, et tu prends un pot. bah genre, là, il a roi 2 de trèfle, quoi. Ouais, mais est-ce que le fait de. Ouais, mais tu vois, on pensait pas, on mettait pas roi de trèfle, on Je mettait des mains qui avaient beaucoup d'équité. Pas tant. Je pense que là, ça devient très pratique. Ça plus vaut que pas le coup théorique. de c'est gagner. mieux de bluff roi 2 de trèfle que Oui, genre de bluff unblock. 4 Oui, et 5 de pique ou 5 et 6 de carreau. Ouais, ça c'est largement sûr, mieux, ouais. ça c'est sûr. Ouais. Mais turn, je pense que ça peut être. Enfin, tu vois, si on est contre un profil, là on est contre un profil, on est contre un bon joueur qui est capable d'avoir des 3 barrels. Donc t'as envie d'avoir des mains qui vont check call facilement, quoi. Mais si on est sur des plus low buy-in contre des profils qui sont incapables d'en Bien mettre sûr, 3, tu vas ouais. check raise beaucoup la turn. Parce Ok, que je vois là, ce que tu veux ça dire. change, tu En vois. plus, je ça va trouve. pas folder roi dame, ça se trouve. Bah, ça c'est va ça. folder as dame. C'est ça foldera pas tout ça. Donc, là, on pourrait avoir plus de check raise. Peut-être, ouais. Et là, oui, bah, effectivement, ça veut dire que s'il bluffe tous ses rois X, bah, tu peux trouver des check Après, calls. là, il a pris un bon roi X qui unblock plein de flush draw, des Ouais. trucs comme ça. tu Bah, il vois, va prendre tous les rois X de cœur, rois X de trèfle, déjà, C'est ça, ça, fait, ouais. ça fait beaucoup. Hein. Mm. Enfin, Je suis intrigué ce qu'il fait aussi avec genre paire de 4, paire de 5, paire de 6. Je sais pas s'il la bluff ou s'il les joue différemment. je sais pas. Mais intéressante main encore. Bon choix. Et, voilà. Et Dan Smith, en tout cas, qui a Putain, gagné ce tournoi. 1h du matin, t'étais inspiré. J'étais inspiré. Hein. Alors, je l'avais noté, j'ai eu 2 semaines pour préparer. Ah oui. Je l'avais noté d'avance. D'accord. Je l'avais vu en live, celle-là. Bon, en tout cas, Johan, on va te.
Moi, je pourrais pas te stacker pour le prochain tournoi, a Ah. priori. Là, mais Il y a les fêtes mais qui arrivent et mais tout, demande c'est à Romain. compliqué. Demande C'est à compliqué, il y a les Romain. fêtes, il a 2 enfants, Ah, faut mais acheter je les comprends, cadeaux. Je comprends. Ouais, il y a budget cadeau. Ouais. Chacun son domaine d'expertise, hein, j'ai envie de te dire. Euh, Là, autre- on a un rockstar du poker à donner une analyse qui sera à la hauteur de mon acolyte. Je suis incapable de faire ça, quoi. Il n'y a aucun problème avec. Hein. Où est-ce qu'on te retrouve, Johan, prochainement? Est-ce que t'es sur des plateformes? Non, t'es pas du tout sur des plateformes de coaching de Sur vidéo? Non, on te Sur des retrouve plateformes de coaching, non. Bah, sur mes réseaux sociaux, Sur tes j'ai réseaux un, sociaux. j'ai un Discord qui s'appelle Mind Mills. J'ai des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. Et Tu fais voilà. TikTok, tu sais, tu fais des petites danses en disant, en donnant des trucs sur le mental ou pas? Non, j'essaie de faire des formats digestes en une capsule courte, d'arriver à donner une petite clé, un petit truc sur les leaks que tu peux rencontrer au poker. Voilà, les réseaux sociaux, classiques. Si j'aime bien demander ça, si tu devais recommander un bouquin sur le Oh. mental, qu'est-ce que genre un ou deux, hein, tu peux donner des titres, mais qu'est-ce que tu pourrais nous recommander? Alors moi, j'ai pas peu parlé de ça parce que finalement, moi, ce à quoi j'aspire, c'est à porter ma contribution. C'est qu'à la fin de cette passion, je sais que je vais la garder longtemps et je pense que dédier une partie de ma vie à comprendre comment l'esprit fonctionne, c'est déjà parti pour et je vais continuer et j'ai envie de contribuer à ça. Et du coup, dans ce que moi j'aime beaucoup, c'est explorer toute la gymnastique qu'on peut faire avec son esprit et tous les états de conscience modifiés, comment on peut jouer en fait avec son esprit. Et du coup, il y a un bouquin qui m'a fasciné pour ça, c'est celui de Joe Dispenza qui s'appelle Super Conscience, et qui est un scientifique qui va s'intéresser et étudier du coup les états de conscience modifiés chez des moines, chez des gens qui méditent, et finalement quel effet ça a biologiquement, etc. Et du coup, je dirais celui-ci pour le côté ceux qui sont joueurs avec les états de conscience modifiés, etc. Sinon, un plus porte d'entrée entre guillemets sur le mindset, facile à lire, plus orienté de développement personnel, ce serait Paulo Coelho. L'alchimiste, parce que du coup, pour des jeunes joueurs qui justement sont dans une phase d'hésitation, est-ce que je me lance dans le poker, est-ce que je me lance pas, pression sociale, incompréhension, etc. Ça peut aider d'avoir un discours de quelqu'un qui t'invite finalement à suivre ce qu'au fond de toi, tu sens être bon pour toi. J'aime bien cette idée-là. Et il y a un bouquin qui est exactement dans ma façon de réfléchir et ma logique. Moi, j'adore m'inspirer des gens qui ont accompli des choses, qui ont des idées, des expériences de vie qui sont hors du commun. Et il y a un bouquin qui s'appelle à la excellence ou à la Chasing Chasing Excellence. Ben Bergeron. Exactement. Que j'aime énormément parce que ça va dans ma logique de s'inspirer des gens qui ont fait des choses en fait. Comment est-ce qu'ils fonctionnaient ces gars-là? Et du coup, j'adore cette idée d'aller. Ça nous avait été conseillé par. Rappelle-moi. Non, il était plusieurs fois celui-ci. Chasing Excellence. Bah, c'est lui, c'est merde. Putain, Et- ce joueur qui a tout gagné l'année dernière. Pardon, ça va me revenir. Mais ouais, sur donc cet entraîneur de CrossFit qui suit, qui en même temps pendant les CrossFit Games et qui parle. Moi, j'ai adoré ce bouquin aussi. Je trouvais qu'il était extraordinaire. Ouais. Ouais, Donc, très bon. Je dirais ça. Romain, tes petits conseils de moment, Tes tes petits petits tips, c'est quoi tips, je sais pas, petits tips séries, petits tips ou films, livres, tout ce que tu voilà. veux. Rien à voir avec le poker du coup? Non, Ouais, Ce que ouais. tu veux, Ah. qui t'a fait kiffer. Tu vois, par exemple, dernièrement, j'ai maté 2 docs, j'ai bien aimé. Alors, de T'as rien à regardé voir. Beckham. Beckham, que j'ai Évidemment. Pas mal, pour le Beckham, coup bien c'est- kiffé, et surtout je connaissais pas cet aspect. Je pense que les Français on connaissait pas cet aspect où il s'est fait détruire après la Coupe du Monde c'était fou. 98. Moi non plus, j'étais pas tant au courant. quoi. je pensais Tous les stades, et tout, c'était t'imagines, à chaque hallucinant, tape quoi. qui se prenait le Et- public qui faisait. C'était Fabrice Bigot. Fabrice Bigot, je cherchais, exactement. Ok, ouais. Et j'ai trouvé ça ouf. Enfin, Ouais. genre pour te relever de ça, t'as tout ton pays qui te déteste. Je trouve ça fou. No C'est spoil, s'il te dingue, plaît. ouais. No Alors spoil. que Non, c'était mais tu vas kiffer, toi ouais. qui kiffe. Ouais, c'est sûr. Voilà, Ouais. et j'ai maté celui de Stallone. Ah oui, qui est sorti il y a quelques. Cette nuit, ouais. Qui est cool, qui est différent. Et là, ça entretient vachement la relation qu'il avait avec son père, que je connaissais pas personnellement, et où tu te rends compte que ouais, c'est dur d'avoir vécu avec un père qui a envie un peu de te buter, hein, pour caricaturer. Si vous l'avez pas vu, voilà, je vous tease un petit peu. Ouais, moi, trop stylé, c'est un docu que j'ai vu pour la deuxième fois là, il y a pas longtemps, que j'adore, avec sur un côté mental, un peu, on peut l'approcher au poker aussi. Ça s'appelle Free Solo, je sais pas si Ah vous ouais, l'avez bien vu. sûr. Il ouais. est Mais incroyable, c'est quoi. National Geographic. C'est dingue quoi. Ouais, Où il est le gars, incroyable. voilà, il faut regarder, mais Yosemite, c'est un des plus grands Parc naturel. parcs C'est naturels. c'est El El Capitan, Capitan, pardon, ouais. ouais, c'est ça, El Capitan. Et le mec, c'est le seul à l'avoir fait de l'histoire des humains. Et en à free grimper, solo, en c'est-à-dire grimper, en sans free solo, rien quoi. En 3h50. Il est incroyable. Et Suivi tu par te ses chies potes dessus. qui Tu te le chies filment. dessus.
Non, mais c'est un délire. Ouais, il y en a qui J'adore, jouent leur j'adore. argent et d'autres qui jouent leur vie. Ouais, c'est ça, c'est un autre niveau. Là, Ah, mais c'est lui, un- Ah, mais lui, t'as l'impression qu'il n'y a pas de variance. Au final, C'est c'est la incroyable. recherche des émotions, c'est la même Ouais. recherche, je pense. Tu recherches juste des émotions et il y en a, ils vont la vivre à travers leur corps, d'autres, on parlait de l'argent, mais je pense que c'est la même chose, quoi. Ouais, faut On lui- cherche de l'excellence, de la Ouais, performance. exactement. de Free Solo, ouais, repousser les limites. c'est extraordinaire Ouais, ce faut- documentaire. Enfin, moi, quand je l'ai vu aussi, t'as beaucoup d'émotions parce que Ah bah ouais. parce Je que presse tu- là tu as- yeux en me repensant. tu as, Ouais. t'as peur. Il y a des moments où Ouais, oui. il y a ce moment où le caméraman qui est en bas, tu sais, qui le filme, ce moment Ouais. où un passage qu'il il réussissait pas trop. Ouais. Le caméraman il détourne les yeux parce qu'en fait, non, mais là, t'as un mec, en fait, s'il rate, s'il rate, il meurt. Et j'ai adoré aussi T'es alpiniste. les caméras sur Non. la saison entière de Arteta sur Arsenal. Je sais pas Ouais. si vous l'avez vu sur Amazon Ok. Prime. Moi, je mate tous les docs comme ça, j'aime trop. Ouais, J'aime trop. il a été suivi en long, large et travers sur une saison d'Arsenal il y a une saison ou deux. Tu vois qu'Arteta, c'est un peu le mini Pep Guardiola. Et C'est c'est son deux hommes disciple, qui me C'est All or fascinent. c'est All or Nothing. All or Nothing, C'est un All or Arsenal, Nothing, en termes de motivation, en termes de même de développement. Ouais, c'est incroyable. Tous les C'est petits une pitchs série qu'il de- fait avant. ouais, c'est dingue. Si t'aimes bien le foot, et même ça peut faire aimer le foot, je pense, si on n'aime pas le foot. Ouais, Ah, pour le coup, Ouais. pour le coup, celui sur Beckham, même si t'aimes pas le foot, tu vas Ouais. kiffer. Ouais, Parce qu'il y a tout l'aspect, forcément, il sort avec une femme qui est plus connue que, Mais ouais, que c'est lui. ouf, quoi. Enfin, Ouais. c'est assez ouf, quoi. L'époque des Spice Girls où elles étaient on top. Mm. Donc, ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi, qu'on est dedans, allez, je termine là-dessus. Le doc sur, c'est pas que les dinosaures, mais sur Netflix, sur la vie. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai pas le titre. Tu l'as, Lolo Tu vois Denver, le dernier dinosaure. Ouais. Quoi, ils sont allés. Le J'adore. truc où le mec pense qu'il y avait. Non, une en fait, c'est civilisation, sur, c'est sur l'évolution de la vie sur ok. Terre, et ça commence au niveau des dinosaures, et après ça. Alors, bien avant. Ouais, avant, mais parce que Eh ben, écoute. la période des dinosaures, j'ai bien kiffé. C'est la meilleure période, le dinosaure. Bon bah écoute, on va regarder ça, on va faire un petit voilà. Et ben très très bien. Merci beaucoup à tous les Excellent, deux bah, merci à vous, les gars. Merci les gars. d'être pour passés, l'invitation. mais vous revenez quand vous voulez. Et Pour, puis pour les questions de qualité et les questions un peu moins. Les questions de revanche. On fera une émission Ouais, regardez 5 et 50. ah mais comme toi tu confondais les deux, je sais pas du coup qui disait les bonnes questions Normalement, finalement. C'est Chichi. Tu laisses le doute. Normalement, tu dis tout à coup, il y Chichi a un les deux, nouveau tu prénom vois. qui arrivait. Merci Guillaume Diaz d'avoir été là en tout cas. Et, On t'embrasse. Merci à vous, ça. C'est bien, Bravo. les gars. et nous on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Merci à la technique Steven et à David. Merci, Ouais, on vous bah, embrasse. ça, Merci Gros les gars. bisous, ciao tout le monde, Bisous, ciao tout salut. le monde. Ciao, ciao.